Et puis pour la chaleur, je crois que ça va pas s'arranger. Je vois rien. Je n'ai pas le temps. Mais tu l'as reçu? Je l'ai reçu. Oui, c'est ça. Non, je fais ça. Je m'en doute. Alors. Non, alors, débutons, commençons. Bienvenue à toutes et à tous aux rencontres de la boutique Potemkin. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que tout le monde nous entend, déjà? Normalement. Pas de problème, au fond, vous nous entendez? Oui? Ok, d'accord. Les rencontres de la boutique Potemkin, je ne sais pas si tout le monde nous connaît, mais voilà, on est une boutique de DVD, on est également éditeur DVD, et on existe depuis une dizaine d'années. Régulièrement, on accueille des cinéastes, des critiques, des auteurs pour nous parler de cinéma. Et voilà, c'est en général suivi d'une dédicace, d'une rencontre un peu plus informelle, comme ça, où on peut échanger autour d'un verre. Et là, on est très heureux ce soir d'accueillir Jean-Baptiste Ray, qui, c'est quoi la troisième fois que tu viens nous rendre visite, je crois, de mémoire. c'est possible, oui. Pour Will Bluit. Pour Bogdanovic, qui s'était cassé le col du fémur, voilà, c'est ça. Et tu l'avais Je suis pas à cause de la rencontre. Hein. Non, Non, pas du tout. Non, mais voilà, tu t'avais supplé, tu devais être là de toute façon, dans tous les cas. A priori, oui, parce qu'on avait sorti un bouquin chez Carlotta, conversation avec lui. Voilà. Écoute, non, je fais juste un petit rappel. Donc, Jean-Baptiste Ray, tu es réalisateur. On a édité en DVD Week Louis, qu'on passe actuellement. Également un film sur Dario Argento. Et puis, prochainement, bientôt, un film sur Michael Cimino. Je crois qu'il y a eu une avant-première récemment. La date de sortie est prévue quand? On est en train de voir, la date de sortie est en train de bouger un peu. Ça sera sans doute... Marc Audric, le distributeur du film, il est dans les parages, il est là. Ça sera sans doute dans le courant du mois de janvier. Voilà. Sans doute. Courant du mois de janvier, d'accord. Au niveau de ta critique et historienne du cinéma, au niveau de tes écrits, donc, tu as écrit beaucoup sur l'Amérique, sur le Nouvel Hollywood, sur le cinéma des années 70. Ton ouvrage 26 secondes, l'Amérique éclaboussée, sur Dario Argento aussi, Sergio Leone, dans le cinéma américain Romero, Cimino évidemment, et puis Michael Mann qui nous rassemble ce soir, parce que, alors raconte-nous, donne-nous peut-être quelques éléments, mais sur cet ouvrage qui a une vieille histoire, voilà, j'ai entendu ça, c'est-à-dire que c'est un bouquin qui remonte à, il y a un moment, à peut-être une vision de hit, 95, 94, 95. Raconte-nous un peu. Alors déjà, d'abord c'est une façon élégante de me dire que je suis très en retard. Non, oui, mais ça Non, mais d'abord, je voulais vous remercier d'être là, voilà, d'être venu. Ça fait toujours plaisir, mais alors, super bien installé là-bas. Enfin, je sais pas, c'est... Voilà. Peut-être qu'on va faire un turnover, ceux qui sont assis au bout de 20 minutes on peut inventer un fonctionnement comme ça. Pas comme ça, une sorte de géographie de classe, tu vois, entre les privilégiés. Ah non, mais c'est pas une géographie, il y a des gens qui étaient à l'heure, qui étaient en avance. On va parler de ça, C'est une jungle en fait. C'est la première arrivée, les premiers servis. C'est ça. Si ça pouvait être une jungle tous les jours, c'est... Non, alors pour répondre à ta question, en fait, ce livre-là, alors je ne sais pas si c'est très intéressant, cela dit, hein, mais c'est assez drôle aujourd'hui de faire paraître, de publier ce livre qui, en fait, quand j'y pense, pour être tout à fait honnête, est sans doute le premier livre qu'un jour j'ai eu envie de faire. Voilà, tout simplement. C'est pas rien. Non, c'est pas rien, et en même temps c'est anecdotique parce que chacun a sa vie et il y a des choses plus importantes. Mais quelque chose plus important que Hit. Ça je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en 95, donc quand le film sort, moi je suis encore en train de faire des études de cinéma, j'ai même pas encore écrit, je crois, le moindre article, pas écrit encore le moindre livre. Et en fait, le nom de Michael Mann, avant la sortie de Hit, pour moi, n'est pas un nom qui clignote, qui résonne. C'est-à-dire que j'ai vu dans les années 80, en vidéo d'abord, Le Solitaire, qui est donc son premier film pour le cinéma,
La Forteresse Noire, je le vois en salle, et le souvenir que j'en ai, c'est plutôt une déception. En plus, à l'époque, pour ceux qui sont un peu plus âgés, se souviennent de la couverture de Starfix, qui est faite avec La Forteresse Noire, et le film arrive déjà comme une espèce de grand malade. On sait qu'il a été mutilé, que ça a été un tournage maudit, complètement catastrophique, et donc le film n'est un peu que le fantôme du film que beaucoup de gens attendaient, La Forteresse en 83. Et puis va arriver ensuite Manhunter, qui là est un film qui m'intéresse, mais dont je ne prends pas vraiment la mesure. Et là, des Mohicans, film quand je suis plus jeune, son énorme succès, en fait, qui restera même encore aujourd'hui, juste après Collatéral, le film qui a le plus marché. Je vais le voir tardivement, mais c'est pas un film qui m'intéresse au sens où je ne le comprends pas vraiment. Et donc, c'est moi, hein. Dans les fin 80, début 90, je pense que comme beaucoup de gens ici, j'ai le regard tourné vers d'autres cinéastes. Ça va être le moment, va arriver Casino, c'est James Cameron, c'est John McTiernan, enfin voilà, c'est encore William Friedkin, c'est encore un peu Brian De Palma. Enfin, Mann est pour moi pas encore complètement sur les radars. Et puis un jour arrive Hit, qui, pour ceux qui s'en souviennent à l'époque, n'est pas vendu sur le nom de Michael Mann, est vendu sur la rencontre mythique entre De Niro et Pacino. Et si je dis pas de bêtises, je crois même que les deux doivent faire le JT télévisé à l'époque, ce qui est un événement en France, hein, ce qui est un événement incroyable. Et le nom de Michael Mann, en tout cas en France, passe un peu au second plan. Moi j'ai un souvenir de Pacino et Michael Mann chez Michel Drucker. Oui, alors c'est possible aussi. Déjà Michel Drucker. Oui. Encore. Et voilà, et donc je me souviens aller voir Hit exactement au Kino Panorama, qui est peut-être un cinéma que certains d'entre vous ont connu, qui était Place d'Italie. Enfin non, pas le Kino Panorama, qui était le grand écran italien, qui était un des plus beaux cinémas de Paris, avec un de show laser, même à l'époque, c'était assez fou, qui a fermé depuis. Et c'est là que je découvre Hit, donc je rentre dans la salle sans avoir vraiment d'attente, parce que c'est rare, enfin, moi, même quand j'étais plus jeune, un film vendu sur des acteurs me stimulait moins qu'un film vendu sur le nom d'un réalisateur, pour être tout à fait honnête. Et donc Pacino, De Niro, j'adore, mais la rencontre, je la sens un peu fabriquée. Et je regarde Hit, et c'est un vrai choc thermique, tout simplement, un choc esthétique. C'est-à-dire que quand je sors de la projection de Hit, je reste instantanément tout de suite une deuxième séance. Donc je prends un shoot de 6 heures de Hit la première fois, et quand je sors du film, mais j'ai la conviction, mais presque informulée, et je me le dis presque pour moi-même et pour plus tard en fait, qu'un jour je ferai effectivement un livre sur le type qui vient de faire ce film. Peut-être qu'il ne fera rien après, ou des films qui vont me décevoir, mais moi je crois beaucoup comme ça qu'il y a des moments, une carrière, un film suffit à la constituer, et en étant même parfois un peu radical, une séquence vaut beaucoup de filmographie. Hein. Mais je m'étais fait même remarque, tu vois, tu parlais de Dario Argento avec la séquence d'ouverture d'Inferno. Je me suis dit, l'homme qui a fait ça, c'est un cinéaste pour toujours. Et donc, on y va, quoi. Et avec Hit, ça a été la même chose. Et donc, après, le temps a passé, et quoi, et tu t'es mis à cet ouvrage? Non, mais bien plus tard. Là, on est en 95. Donc le temps passe, etc. Et puis au milieu des années 2000, donc 10 ans plus tard, moi je continue à suivre Michael Mann, cette espèce finalement un peu de passion secrète. Je vois Révélation, que je trouve incroyable, Ali, que j'adore, Collatéral, qui va avoir beaucoup de succès comme ça en France. Et j'avais quand même fait quelques livres à ce moment-là. Et je sors un bouquin qui s'appelle 75 années 70 au Cahier du cinéma. Et Claudine Paco, qui était l'ancienne éditrice des Cahiers du cinéma, édition de l'Étoile, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connue, qui a été vraiment une cheville ouvrière capitale dans les éditions des Cahiers du cinéma, me dit après ce livre, qu'est-ce que tu aurais envie de faire comme livre maintenant? Et je lui dis Michael Mann. Et on est en 2006-2007. Donc tu vois, le diesel. C'est vertigineux. Oui, mais c'est un diesel fidèle. Un diesel fidèle, oui. Et voilà. Et donc, elle me dit, très bien, si tu as envie. Donc, le livre, à l'origine, est programmé pour sortir en 2007-2008. Et puis là, la vie suit son cours. Et puis, on fait d'autres choses, d'autres livres, etc. Et puis, à un moment, voilà, je me suis tout simplement dit, parce que j'ai écrit des parties, j'en ai réécrit d'autres. Et puis, tu l'as rencontré. J'ai rencontré. Oui, mais ça, c'est pas le plus important. Très honnêtement. Ça compte bien sûr pour des raisons presque personnelles, rencontrer Michael Mann, mais c'est le livre, enfin avec ou sans la rencontre, je l'aurais de toute façon fait,
Et même, il faut se méfier des rencontres, parce que parfois ça peut... mais on y reviendra peut-être, mais c'est assez drôle, parce que ton entretien est dans We Blue It, il y a un supplément, il y a un entretien avec Michael Mann, et on sent que tes questions, c'est toujours intéressant de voir un critique face à un réalisateur. C'est-à-dire que le critique est dans son rôle de critique, et dans sa projection de ce qu'est ce cinéma, la façon dont ça résonne en lui. Et on sent le réalisateur, lui, qui est un artisan. Qui est un artisan. Alors lui, c'est un bijoutier, quoi, voilà, mais c'est un artisan quand même. Et tu l'interroges sur le cinéma des années 70. Oui, absolument. En fait, parce que à l'époque, pour le tournage de We Blue It, c'était compliqué d'approcher Michael Mann et puis de le filmer. En fait, autant quelques entretiens, il peut parfois en donner, mais d'être filmé, c'était un peu compliqué. Et donc, quand je l'ai approché Michael Mann, d'abord, il savait, je ne sais pas comment, que j'écrivais un livre sur lui. Il savait qu'il y avait un French guy quelque part qui est en train d'écrire un livre. Donc pour vous dire le retard, c'est que même lui était au courant que ça devait sortir, quoi. Et donc il le savait parce qu'en fait j'avais écrit 2-3 articles sur Michael Mann qui ont été traduits en anglais, et donc c'est ce qui lui a donné accès au fait que j'écrive sur Michael Mann, sur lui. Et surtout il y a eu un article que j'avais écrit en 2006 au moment où Miami Vice sort, qui est un article dithyrambique où pour moi c'était vraiment un combat à mener, chef-d'œuvre absolu, instantané, total, et je sentais quand même, pour ceux qui s'en souviennent, une sorte de réticence à l'époque d'une partie de la critique sur Miami Vice. Voilà. Déception par rapport à la série, par rapport, et puis il utilise le numérique. Voilà, le numérique lui-même, il y avait beaucoup de critiques, le film est mal fagoté, mal foutu, Colin Farrell est une catastrophe, Michael Mann a perdu sa grâce, son élégance, quoi. Il y avait aussi beaucoup de cette idée-là, et moi j'ai trouvé que c'était un film, un des plus grands films des années 2000, et donc on a pris le flambeau pour le défendre. Il a eu vent de ce type quelque part vers Paris qui disait que Miami Vice était un film important, et donc quand il accepte de me rencontrer à l'époque de We Blue It, c'est pour une raison toute bête, d'ailleurs c'est ce qui deviendra presque un des chapitres de la fin du livre, c'est que on n'approche jamais un cinéaste qu'on aime et sur lequel on travaille depuis longtemps en lui disant j'aime beaucoup ce que vous faites, est-ce qu'on ne pourrait pas se rencontrer? Ça va pas. Mais connaissant un peu Michael Mann, qui est quelqu'un, vous le connaissez sans doute, qui a son caractère, sa vision, voilà, c'est un type qui vient de Chicago, et je me suis dit je vais l'approcher en lui disant exactement ce dont j'ai envie qu'on parle, et surtout d'une sorte de présupposé que j'ai sur lui, en tout cas mon hypothèse, et je lui dis vous êtes un cinéaste anachronique, voilà pourquoi clac. Alors, partons là-dessus peut-être des années 70. Je termine mon histoire après. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, je sens qu'il accroche. C'est-à-dire que je ne sais pas si cette idée lui plaît ou lui convient, ou quelque chose comme ça, mais je sais que j'ai touché quelque chose en lui qui de certaine manière, en fait, fait sens. Et quand je dis c'est anachronique, attention, je développe un peu. Hein. C'est pas... Bon, je lui explique pour quelle raison. Et donc ça deviendra... c'est presque, pour moi, j'ai presque envie de dire, le point d'entrée dans l'œuvre de Michael Mann. Quand je vois Hit et plus tard les autres films, et même encore aujourd'hui, c'est le sentiment d'un cinéaste c'est un paradoxe qui moi m'intéresse beaucoup, un cinéaste qui est complètement de son temps, mais véritablement. Je pense que quand on regarde Miami Vice, quand on regarde Hacker, quand on regarde Collateral, etc., sont des films... Oui, mais plus que ça, c'est plus qu'une forme d'adhérence, c'est-à-dire que moi j'ai appris une partie, j'ai envie de dire, du contemporain en regardant les films de Michael Mann, d'où le sous-titre. Ça pour moi c'était très important. Donc il y a d'un côté une espèce d'adhérence incroyable, et moi je me dis toujours, et je le dis parfois aux gens que je rencontre, ou à mes propres enfants, etc., si vous voulez savoir comment fonctionnent 2-3 choses du monde contemporain sur la question de l'espace, de la déshumanisation, du flux, du capitalisme frénétique et carnassier, etc., de toutes ces choses-là, de l'angoisse existentielle que produit notre époque, etc., regardez les films de Michael Mann. Et donc il y avait cette façon d'être comme ça aux avant-postes, et ils ne sont pas si nombreux, à mon avis, les cinéastes, pas que américains d'ailleurs, à être capables finalement de retranscrire cette espèce d'humeur ultra contemporaine. Et en même temps, le paradoxe, c'est que c'est quelqu'un qui est complètement anachronique, qui arrive, qui fait ses films très tard. Oui, parce que Michael Mann, je dis des choses un peu évidentes, mais je les rappelle, c'est que Michael Mann est né en 1943, donc il faut toujours, si on a ça en tête, on comprend assez bien le personnage et je dirais la frustration qui va être son carburant. C'est qu'il est né en 1943, dans les années 70, pour faire court, quand tous ses compagnons de route, en tout cas, ou d'état civil de Nouvelle Hollywood, font des films, hein, lui, il est à la télévision.
Il écrit des scénarios pour Starsky et Hutch. Voilà, il écrit des scénarios. Alors, je pense qu'il s'en plaint pas plus que ça, parce qu'il a un parcours qui fait qu'il a suivi, il a fait des études de cinéma en partie à Londres, à la London Film School. Donc, il est aussi très imprégné de cette école britannique, et il ne rentre aux États-Unis, lui, qu'en 71 à peu près. Ce qui veut dire que dans les années 60, qui sont des années capitales dans l'histoire des États-Unis, mais aussi dans l'histoire des artistes américains, il n'est pas, lui, aux États-Unis. Et ça, c'est très intéressant, puisque c'est quelqu'un qui rentre aux États-Unis déjà après la première bataille contre-culturelle, en 71, et qui, dans les années 70, va effectivement, lui, faire ses premières armes à la télévision, écrivant des épisodes de séries télé, etc., etc. Il fait ses armes. Mais pendant ce temps-là, tous les gens qui ont son âge sont en train de tourner et fabriquent ce qu'on appellera évidemment plus tard le nouvel Hollywood. Et le paradoxe de tout ça, c'est que donc il fait en 79 un film qui s'appelle Jericho Mile, en français Comme un homme libre, un téléfilm qui va avoir plutôt du succès. Pour ceux qui n'ont pas vu, je conseille de regarder d'ailleurs. C'est un téléfilm passionnant avec Peter Strauss, qui est un film assez inspiré de La solitude du coureur de fond de Tony Richardson. Enfin, on sent que l'école britannique est encore coulant un peu dans ses veines. Et en 80, il a donc la chance de pouvoir faire son premier film, qui est le polar, le Siffle solitaire, avec James Caan. Mais quand vous reprenez l'histoire du cinéma américain, faire son premier film en 80 quand on est né en 43, c'est celui qui est, voilà, il y a la grande fête, il est aux toilettes, il revient, la fête est finie, il dit qu'est-ce que je fais? Après la porte du paradis. Au moment à peu près de la porte du paradis. Voilà, autrement dit, on a donc le paradoxe que moi je trouve hyper intéressant, qui aurait pu être très gênant ou très handicapant même pour lui, c'est que c'est quelqu'un qui fait son premier film finalement du nouvel Hollywood, de la génération du nouvel Hollywood, au moment où la nouvelle Hollywood s'arrête. Voilà. Que son premier film, c'est voilà, quelqu'un avec Nouvelle Hollywood qui se dit bon, mon premier film, je vais le faire en 80 au moment de la porte du paradis, c'est pas la meilleure date possible. Donc, et à partir de là, va naître un paradoxe qui, moi, m'a intéressé. C'est de me dire que finalement, le problème, un des problèmes, on met au sens positif du terme, productif, du cinéma de Michael Mann, c'est que comme il est arrivé trop tard, et pour qui a vu un film de Michael Mann sait combien la question du retard est une obsession absolument permanente. Le cinéma de Michael Mann, c'est un cinéma de personnages qui n'ont jamais le temps, mais même pour des choses toutes bêtes. Robert De Niro dans Hit, je n'ai pas le temps de meubler l'appart. C'est quand même un peu bizarre d'aller chez le Ikea local, acheter une table basse. Non, il n'a pas le temps de meubler son appart. Time is luck. Cette question du temps qui manque, elle est structurante mais dans la psyché des personnages de Mann, et donc de Mann lui-même. Et moi je pense que ce retard, on pourrait presque dire biographique, de départ, lié à la carrière de Michael Mann, il l'a complètement encodé dans ses films. Et autrement dit, pour faire court, on ne pourrait pas se dire que dans le cinéma de Michael Mann, être au monde, c'est être ontologiquement en retard. On est toujours en retard chez Michael Mann. Et ça va produire aussi bien des formes comme Miami Vice, ça va produire Heat, ça va produire Collateral, la question du timing. Bon. Et donc cette espèce d'anachronisme de départ dont je parlais va nourrir le cinéma de Michael Mann. Autrement dit, c'est non seulement une conscience, mais presque une sorte d'angoisse existentielle, à savoir qu'on manque toujours de temps. Même Nathalie Portman dans Hit, elle a peur d'être en retard au rendez-vous avec son père, donc elle n'a pas 70 ans, elle en a 12. Donc c'est vraiment une façon d'arriver au monde. Le temps est déjà compté, donc il faut aller vite, il faut se dépêcher. Et Mann, lui-même, est quelqu'un qui est comme ça. Quand on rencontre Michael Mann, c'est pas quelqu'un qui est apaisé. C'est pas quelqu'un dont on a l'impression qu'il a le temps. Voilà. Parce qu'il a le sentiment, et ses films en fait le développent en permanence, il a le sentiment qu'il faut se dépêcher de faire des choses. Alors, ça peut être braquer une banque, ça peut être fonder une famille comme James Caan dans Le Solitaire. Le temps manque, c'est maintenant qu'il faut se dépêcher. Donc tout ça pour finir, c'est que cette question d'anachronisme en fait dans le cinéma de Michael Mann, elle est collée avec cette situation d'adhérence au contemporain, constitue à mon avis une sorte pas de paradoxe, mais d'alliage que je trouve extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, après je te laisse Manfred, après dernière chose importante, c'est de se dire quand même, c'est de se dire que puisque Michael Mann a raté les années 70, bon, il les a ratés, on pourrait dire personnellement, d'accord, lui-même aurait voulu, peu importe, il les a ratés, il commence donc sa carrière avec 10 ans de retard au compteur, tant qu'il ne rattrapera jamais, évidemment. Mais c'est aussi, et là ça me semble intéressant, c'est que les années 60-70, c'est pas uniquement d'un point de vue personnel le temps où je n'ai pas pu faire des films. C'est aussi dans l'écosystème de Mann, dans sa tête, dans son ADN, un espèce d'âge d'or qu'il a manqué.
véritablement. Et cette espèce d'âge d'or qui a manqué, qui ressemble aux années 70, alors tu peux me dire oui c'est pour ça que ça t'a intéressé, parce qu'encore les 70 c'est parti comme en 40, mais un peu sans doute. C'est-à-dire que je pense que le rapport de Mann aux années 70, c'est un rapport d'une utopie perdue et totalement inaccessible, ce qui fait que dans ces films, quand les gens vont bien, se souviennent, je pense notamment à cette séquence de la Havane dans Miami Vice, vous vous souvenez peut-être tous de cette extraordinaire séquence de Miami, lorsque les deux se détendent, c'est-à-dire reprennent du temps, ce qui est exceptionnel dans le cinéma de Michael Mann. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas vu le film, quand même, on voit Colin Farrell et Gong Li qui partent pendant 20 minutes. C'est 20 minutes du film où il y a une sorte voilà, ils prennent un hors-bord, ils vont à Cuba et boire des mojitos, danser et tomber amoureux l'un de l'autre. Oui. Et dans le film, c'est une sorte de trou d'air ou de dilatation quand même incroyable au niveau scénaristique. Et une sorte d'audace pour un film qui fait 2h30 quoi. Alors, en fait, le problème de Miami Vice, c'est que, en fait, alors, parenthèse, oui. Ouais, non, parce que... non, mais je suis d'accord avec ces deux chapitres, c'est fini. Non, mais tu as raison. Non, ce que je voulais juste te dire, c'est que dans cette petite séquence de Miami Vice dont on peut reparler, dans cette longue séquence, le moment où d'un seul coup ils arrivent tous les deux, Colin Farrell et Gong Li, Paradis qui va vite trouver ses limites, puisque ça s'achève par cette phrase de Isabella, Gong Li dans le film. Lui pense avoir trouvé une espèce de petit paradis insulaire, c'est formidable. Paradis loin de la modernité, loin de la vitesse, loin du flux, loin du capitalisme. D'un seul coup, tout se redécontracte. C'est hyper intéressant de travailler sur la temporalité en Miami Vice. Et elle lui pose cette question, évidemment, terrible, qui lui dit mais regarde qu'est-ce que tu vois autour de toi, tout ce que tu vois autour de toi, et on est à la Havane, tout petit quai, post-Morito, etc., tout ce que tu vois autour de toi appartient à Jésus Montoya, le Manitou du cartel. Ça c'est typique de Michael Mann, c'est que le moment où on croit qu'il y a une zone un peu libre, un peu wilderness, un peu utopique, accessible, en une réplique ou en une phrase, en fait il referme cette possibilité-là. Moi ça m'intéresse beaucoup chez Michael Mann, cette question de... C'est un peu comme... J'en parle à un moment donné dans le bouquin sur est-ce qu'il y a un bord du monde comme à la fin de la Dolce Vita. Il n'y a pas de bord du monde chez Michael Mann. Et ça nous déprime tous. Mais il y a des plans océaniques, ça on en voilà, c'est ça. Et donc tout ça pour terminer sur cette séquence de Miami Vice, c'est que la force de cette séquence-là est presque, on pourrait presque dire, son scandale dans le film. Parce que Miami Vice est un film sur la... Vous l'avez tous vu, Miami Vice, parmi vous ? On va quand même faire remplir un petit peu. Et Miami Vice est donc évidemment un film extraordinaire sur la question justement on pourrait dire du capitalisme frénétique, de la vitesse, de l'accélération, etc. Et donc et la séquence de la Havane est justement à la fois une forme d'utopie, mais ce qu'un théoricien qui moi m'a pas mal accompagné quand j'ai écrit le bouquin, qui s'appelle Hartmut Rosa, c'est un philosophe allemand qui a travaillé autour de la question de la vitesse et plus précisément de l'accélération dans le monde capitaliste. La séquence de la Havane, c'est ce qu'il aurait appelé un oasis de décélération. C'est-à-dire que la seule façon de se soustraire au flux infernal du monde contemporain, qui produit de l'angoisse, de la déshumanisation, qui est vraiment le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la seule façon d'en sortir, c'est de s'en extraire. Et la Havane est un lieu qui n'existe pas en réalité. C'est-à-dire que cette espèce d'oasis de décélération, Michael Mann offre à ces deux personnages une espèce d'endroit où ils vont pouvoir vivre ce que Foucault appelle l'hétérotopie, c'est-à-dire une espèce un lieu utopique concret, réalisé. Jusqu'à évidemment la phrase d'Isabella. Et qu'est-ce qu'ils font pendant ce moment-là? Ils discutent, ils couchent ensemble, ils boivent des pots, etc. Mais surtout, il n'y a plus de téléphone portable, c'est aussi cette oasis de décélération a lieu hors du champ technologique, ce qui est hyper intéressant par Miami Vice, qui est complètement plombé partout par la technologie. On appuie sur un portable, une bombe explose. Et c'est aussi un moment qui ressemble aux années 70. De quoi parle Colin Farrell dans le film? À l'âge d'or, mon père, Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd, bon, des choses que toute personne un peu constituée adore, comme moi. Autrement dit, en gros, il parle de Freebird, voilà, pour ceux qui savent. Et c'est intéressant parce que dans les films de Michael Mann, l'âge d'or, ou l'âge d'or perdu, de certaine façon, à part le Dernier des Mohicans, mais ressemble toujours aux années 60-70. Et donc, et ça c'est Michael Mann, qui même par moments presque à son corps défendant, on pourrait dire, se révèle ou révèle quelque chose de lui-même. Je voulais qu'on revienne au début de la filmographie de Mann à cette notion qui est quand même importante et puis qui va nous permettre de rentrer aussi dans sa filmographie, c'est la notion de professionnalisme et du professionnel.
la notion de professionnalisme, donc, qui est intrinsèque au cinéma d'action américain, tu parles de professionnalisme auxien, c'est-à-dire... J'en parle pas parce que c'est une expression consacrée, c'est presque... dès qu'on parle dans la critique de cinéma de professionnalisme, il est toujours auxien. D'accord. Hein, donc c'est plus parce que ça permet de raconter une forme de professionnalisme classique de l'histoire du cinéma américain qui a été plutôt bien incarnée par les films de Howard Hawks. Mais ça dépasse complètement cette question-là, le cinéma de Howard Hawks. Et comment donc Mann se situe dans une sorte de fin, comment il épuise presque ce personnage du professionnel. Après, tu parles des films de Borman, des films de Don Siegel, qui l'ont aussi annoncé. J'aime beaucoup ce que tu dis aussi sur Steve McQueen, qui pourrait être un acteur qui aurait pu être un acteur manien, qui est l'acteur manien par excellence. Parle-nous peut-être un peu de ça, de cette figure-là du professionnel, de la façon dont Michael Mann l'épuise quelque part, va jusqu'au bout de... Je vais essayer de faire une réponse un peu courte. La question du professionnel, elle est centrale chez Mann parce que c'est son type de personnage. Partons de Thief, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Non, mais, voilà, James Caan dans Le Solitaire. D'ailleurs, le titre original, Thief, désigne une compétence et un métier. Hein, alors que le titre français désigne presque un rapport plus existentiel au monde. Alors, et les deux sont vrais, mais en tout cas, le titre original, on peut dire que le premier titre d'un film de Michael Mann, c'est voleur. C'est presque un archétype du professionnel, il est voleur. Et tout le cinéma de Michael Mann sera toujours, alors là pour le coup, lui est comme ça, c'est ce qui l'intéresse véritablement. C'est ce qu'il est, lui aussi comme cinéaste. Mais c'est pour ça que la question du professionnel et donc de la maîtrise, hein, elle est capitale chez Mann parce que travaillant sur le professionnel et les problèmes du professionnel et tous les doutes et les inquiétudes qu'il a, Michael Mann parle aussi de lui-même. C'est toujours la même chose. Hein. C'est-à-dire quand on fait des entretiens, on va vérifier ce qui est dans les films. Bon. Et donc, évidemment, il parle de lui-même aussi. Mais il ne parle pas en tant que professionnel, autrement dit, d'un grand cinéaste, disons, d'un point de vue technique extrêmement au courant et compétent, etc., etc., même totalitaire, Michael Mann. Tout le monde sait très très bien, quand on rencontre des gens qui ont bossé avec Michael Mann, c'est un cinéaste totalitaire, tyrannique. Mais comme l'était Kubrick. Voilà, la comparaison avec Kubrick, voilà. Bien sûr. Mais d'ailleurs, Michael Mann a aussi un rapport assez admiratif à Kubrick. Dr. Folamour a été un film pour lui important. Je pense que Michael Mann a admiré quelques cinéastes et quelques films, on pourrait dire pour faire court, Murnau, Kubrick, Apocalypse, des choses de Coppola. Mais il a adoré. Son admiration pour Kubrick, elle m'intéresse. Pour les autres, oui. Et puis pour tous les cinémas expressionnistes allemands, et notamment pour Murnau, pour Dernier Homme, pour Friesland, enfin, et alors pour ceux qui ont vu La Forteresse Noire, on voit bien que c'est le coming out expressionniste de Michael Mann. Presque même trop, sans doute. Mais son admiration pour Kubrick, je la trouve extrêmement intéressante, parce qu'on voit que c'est l'admiration d'un aspirant cinéaste, hein, à ce moment-là, pour une sorte de presque de maître idéalisé. Et à mon avis, il va retirer une chose pas plusieurs, mais une chose de Kubrick, c'est notamment la question de l'indépendance, du statut d'auteur à l'intérieur de la machine, d'où le fait qu'il crée assez rapidement cette boîte de production qui s'appelle Forward Pass, avec laquelle il va pouvoir traiter avec des studios, Universal, Paramount, etc. Donc cette certitude qu'il a, pour le coup, en cinéaste auteur américain classique, qu'il faut garder une forme d'indépendance avec les studios, enfin, Eastwood faisant Malpasso, quoi, pour faire court. Donc il a conscience de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de création ou d'inventivité artistique s'il n'y a pas aussi une forme d'indépendance économique qu'on se crée soi-même, et ça Michael Mann évidemment va le faire. Et puis après, il y a le rapport à Kubrick, c'est aussi le rapport à la maîtrise, d'où le lien avec le professionnel. C'est que je pense que le cinéma de Michael Mann, c'est un cinéma qui s'intéresse aux professionnels, j'y reviens, mais aussi à la question de la maîtrise et surtout à la visée de la maîtrise. À quoi ça sert d'ultra bien maîtriser ce qu'on fait? C'est une question qu'on peut d'ailleurs, quand on portait, tous se poser. Dire à quoi ça sert d'être ultra compétent dans un domaine? Autrement dit, est-ce que la maîtrise, lorsqu'elle devient presque maîtrise pour elle-même, devient une fin en soi? Est-ce que ça peut faire office de programme de vie
que d'être uniquement ultra compétent, d'être le meilleur boxeur, le meilleur voleur. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Et cette espèce de rapport au professionnel, à mon avis, c'est ce qui a intéressé Mann. C'est son goût du professionnel, comme lui se pense être un professionnel, mais aussi parce que, tu disais tout à l'heure très justement, il épuise la figure du professionnel, c'est-à-dire qu'il ne l'apprend pas à n'importe quel moment, il l'apprend dans une histoire du cinéma américain. Le cinéma américain, tout le monde le sait, a toujours valorisé les gens compétents. Hein, beaucoup plus que les gens qui, disons que dans le cinéma américain, sont plus valorisés les gens qui maîtrisent une compétence technique que les gens qui maîtrisent la rhétorique, pour faire court. Ce qui serait peut-être une différence parfois avec le cinéma européen. Mais bon, donc il valorise plutôt la question de la compétence technique. Mais dans cette histoire du cinéma américain, Mann, il vient, alors si on va un tout petit peu vite, après le cinéma classique américain, le fameux professionnel auxien dont tu parlais, hein, autrement dit, la croyance dans le cinéma américain qu'être un professionnel, c'est réaliser une sorte d'accord entre soi et le monde. Autrement dit, si on est le meilleur dans son domaine, on aura aussi le meilleur rapport possible au monde et aux autres. Voilà. Mais ça, c'est le grand fantasme américain de la totalité. Hein. Mais les années 70, pas grave. Voilà, alors ça, on est dans le moment classique. Bon, alors, il faudrait nuancer tout ça, parce qu'on sait bien qu'il y a quand même des films qui déjà montrent des failles dans ce système, mais grosso modo, le cinéma américain classique, il valorise les gens qui sont bons à leur tâche, parce que meilleur on est, l'excellence produit une forme de paix existentielle. On sera raccord avec le monde et avec son métier si on est très bon dans son métier. Voilà, d'accomplissement. Émancipation, tout à la fois, on comprendra politiquement le monde, etc. Évidemment, les années 70 passent par là. Et là, on ne peut pas dire que la figure du professionnel soit ultra valorisée. Et même, elle est même mise en crise. Hein. Et donc, les années 70, dont Mann, rappelons-le, est quand même contemporain, les années 70, c'est le moment où cette espèce de professionnel un peu parfait, qui réalise l'accord entre soi, le monde, la mythologie américaine, la société, le peuple, etc., vole en éclats. Donc, on se retrouve avec des films, je pense notamment je dois citer, je ne sais plus quel film, il y en a tellement, mais je pense au film de Pas la nuit, Nous Centurions de Richard Fleischer, 72. Hein. On a fait une rencontre sur Fleischer à ce moment-là. Voilà. Vous avez peut-être, tout le monde a vu Nous Centurions. Les films de Pas la nuit. Voilà. Bon, alors ça c'est très intéressant parce qu'on a par exemple, dans les films de Pas la nuit, on a un professionnel qui, à un moment donné, bute sur cette espèce de béance. Je suis très bon à ce que je fais, mais je ne réalise pas l'accord entre le monde et moi. 2, ma compétence ne sert à rien, parce que c'est le rocher de Sisyphe, que je passe mon temps finalement à refaire la même chose. George C. Scott, à la fin, il se suicide parce qu'il a presque le sentiment que ça ne sert plus à rien. Non seulement il se suicide parce qu'il pense que ça ne sert plus à rien, mais il se suicide parce qu'il a consacré toute sa vie à une compétence et qu'à la fin, c'est le grand vide. C'est tout ça pour ça, grosso modo. Donc, le professionnalisme dans les années 70, il est ultra attaqué, il est mis en crise, etc. Parce qu'à l'époque, on met en pièces, tout simplement, les grandes idées ou les grands archétypes de la mythologie, de l'idéologie américaine classique. Et arrive Michael Mann, qui lui reprend la ligne, on pourrait dire, du professionnel. Il vient après les classiques, il vient avant la crise, mais là où c'est plus, à mon avis, ce qui est intéressant chez Michael Mann, c'est qu'il ne te dit pas sur des semi-professionnels, où il ne faut pas être professionnel. Non, il va prendre la figure, et de façon extatique, il la pousse tellement à son terme qu'il en montre l'inanité. Alors que chez Michael Mann, alors collatéral, c'est le... Pour moi, c'est de ce point de vue-là, et pourtant, c'est pas un scénario qu'il a écrit à l'origine, c'est le seul scénario dont il n'est pas l'auteur, mais il a mis sa patte à n'en plus finir et ça se sent partout. Mais Tom Cruise en Collatéral, le personnage de Vincent, qui est le personnage du tueur à gages, est vraiment, pour moi, représente le versant, on pourrait dire qu'il y a le versant du désenchantement existentiel qui serait Robert De Niro dans Heat par exemple, ou Colin Farrell dans Miami Vice, le moment où on est fatigué, on regarde l'océan, on voudrait se mettre avec une femme, etc. On est bon, on amasse de l'argent, d'accord, et après. Ça c'est le désenchantement. Et puis il y a le moment, à mon avis, qui est le moment pathologique, qui est le moment Vincent. C'est ça que le personnage de Tom Cruise dans Collatéral, c'est un personnage qui est très important dans la filmographie de Michael Mann, parce qu'il incarne à lui seul cette dimension pathologique. Enfin, il incarne deux choses, la dimension pathologique du professionnel et la dimension pathologique du capitalisme.
il ramasse Michael Mann, en fait, ces deux problèmes-là en une seule figure, qui est Vincent. Alors lui, c'est hyper professionnel, à tel point que plus rien n'existe en dehors du champ de sa profession. Mais quand je dis plus rien, c'est qu'il n'y a même plus d'humain, il n'y a plus de champ social, il n'y a plus d'humanité. C'est devenu, moi c'est des métaphores en plus, oui, je suis un point dans l'univers, quoi. C'est ça, mais c'est même quelqu'un qui a théorisé, oui. on pourrait presque dire sa propre nullité au sens strict du terme. Il est rien, lui il est rien, personne n'est rien. Voilà. Donc, un mort, ça n'est rien. Voilà, donc c'est une espèce de machine célibataire. Moi, quand je regarde, en fait, Vincent, on pourrait presque dire, c'est Terminator sans un projet de science-fiction, grosso modo. Alors que d'ailleurs, il a la même tenue, en gris. Et puis pour ceux que ça intéresse, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais les rapports entre Terminator et Collateral sont hyper intéressants. Enfin, de comparer les deux, le trio, l'accomplissement par l'autre. Enfin, amusez-vous à penser à Terminator et à Collateral, et vous verrez que c'est deux films qui se regardent. Collateral regarde Terminator. C'est les années. Là, on est en 2004, hein, ouais, on est 20 ans plus tard. Oui, 20 ans plus tard, ouais, c'est ça. On est 20 ans plus tard, mais quand même, on sent que bon. Et je pense notamment, vous vous souvenez peut-être de ce plan où Tom Cruise, à la fin du film, poursuit les deux qui s'échappent, saute sur le métro. Là, on a presque un moment d'une sorte de grès d'un plan d'un film de James Cameron à ce moment-là. Ce qui n'est pas forcément inintéressant, puisque Mann s'intéresse beaucoup à la question du statut de l'humain ou de l'humanité dans le monde contemporain, et c'est quelque chose qui intéresse aussi James Cameron. Moi, je pense que James Cameron est un cinéaste plutôt adolescent et Mann est plutôt adulte, mais en gros, il tourne par moments autour des mêmes problématiques, la technologie, l'humain. Donc, on comprend que Collateral regarde un moment donné Terminator. Et donc, ce qui est intéressant avec Collateral, et avec tous les personnages que Mann mettra en scène, c'est cette dimension-là, pour le coup, pathologique. Donc, il pousse tellement loin la figure du professionnel qui est obsédé par son travail, par son métier, etc. Il faut rappeler que dans Collateral, je veux dire, l'autre, il n'y a plus aucune, c'est ce que Georg Simmel appelait l'homme blasé. C'est que c'est l'homme qui ne fait même plus aucune différence entre un homme, son semblable, les victimes, les bourreaux, il s'en fout. C'est-à-dire que pour lui, c'est une bourse. Il est sensible au loup. Oui, alors ça on y viendra. Au coyote. Coyote, ouais. Et et c'est intéressant parce qu'on se rend compte effectivement, en tout cas dans Collateral, que cette espèce d'indifférence totale est d'une façon non pas la conséquence, mais la condition sine qua non du professionnel tel que Mann s'y intéresse et le dépeint. Mais ça sera quel? Ça sera quel? Donc, voilà. Alors là, ça permet. Réel. Voilà. Parle-nous peut-être de tout ça, comment ce professionnel est atteint par le réel, par ce qui se passe, par une femme, par une histoire, par un projet de vie peut-être normal. Parle-nous de tout ça. Non, c'est bien la question. Parle-nous de tout ça. Mais non, mais il y a 350 pages à résumer en Non, mais on va pas les résumer, c'est pas la peine. Non, mais c'est pour vous dire aussi l'épaisseur du livre, les 350 pages, son poids et sa densité, et ça a été ma lecture du week-end, donc c'était une lecture passionnante. Donc c'est pour ça que quand on a vu les films, ou même quand on les a pas vus, c'est là où je trouve que ton livre est passionnant, parce que tu résumes des scènes, tu donnes envie, et puis même quand on n'a pas vu le film, il y a des portes d'entrée complètement stimulantes, quoi. C'était quand même à l'origine du projet. T'envisageais quand même un peu le lecteur aussi qui était dans ton ouvrage. Tout le monde, je pense que les gens qui écrivent des livres. Tu sais, moi je pense toujours qu'écrire un livre sur écrire un livre sur le cinéma, c'est écrire un livre sur autre chose aussi. Bon. Et parce que si on aime, je sais pas, Mann, Kubrick, Ford, Antonioni, Visconti, Buñuel, enfin tout ce qu'on veut, c'est parce que c'est des films qui nous ont aussi un peu appris le monde. Donc quand on écrit sur ces films-là, on écrit un peu plus qu'un truc de cinéphile pur et dur, de geek, non. C'est pas, c'est autre chose. Moi, je pense que c'est plus important. Pour moi, l'importance de Michael Mann, c'est que c'est un cinéaste, très bien, mais qui est aussi quelqu'un qui porte avec lui une vision du monde, comme Visconti en porte une. Et cette vision du monde, elle est absolument passionnante. Et moi, j'appartiens encore à une génération, tu le sais bien, pour lequel le cinéma, c'est important. Mais c'est pas important parce que c'est chouette et super, non. C'est important parce que ça nous apprend le monde. Comme la littérature nous apprend le monde, ou la peinture, ou la musique, peu importe. Et Michael Mann, il est, je sais plus si c'est Serge Danet qui parlait comme ça des cinéastes, en disant il y a des cinéastes pays, des cinéastes
Il y a des choses qui disent un peu la même chose que toi. Ah, c'est vrai? Tu aurais dû me prévenir, comme ça je peux même bien les sous-titres. Ça, je trouve que c'est un film que j'ai fait, c'est ça qu'on veut dire. Et cinéaste continent. Voilà, cinéaste continent, cinéaste monde, etc. Et je pense, je trouve que c'est toujours un levier intéressant quand on s'intéresse comme ça à des œuvres. Il y a des cinéastes qui sont des cinéastes voilà, plus locaux, pays, continent, monde. Et Mann est un cinéaste monde, c'est une évidence. D'où peut-être d'ailleurs, pour revenir à la toute première question que tu posais, le temps impardonnable, hein, mais le temps que j'ai quand même pris pour faire ce livre. C'est-à-dire que je pense que il y a des cinéastes, quand tu les attaques, et je pense que quelqu'un qui attaquerait aujourd'hui John Ford ou Antonioni, etc., ils n'y vont pas la fleur au fusil, quoi. C'est-à-dire que c'est des cinéastes tellement importants, qui racontent tellement de choses, qui sont liés à tellement de choses, qui en fait qui supposent une forme de maturité quand même. Et c'est pour ça que le temps que j'ai passé à écrire par intermittence ce livre, je pense qu'il a été à la fin bénéfique. C'est parce que si j'avais sorti ce livre il y a 7-8 ans, il aurait été beaucoup moins intéressant parce que j'étais pas au clair moi-même sur certaines choses. Donc il y a des livres comme ça, bon, je sais pas, c'est comme le bon vin, je bois pas d'alcool, mais il faut les faire en fait mûrir. Et je pense que Mann, tu vois, jusqu'à il y a encore un an, c'est au cours de la dernière année que tout s'est exactement mis en place. Je l'aurais, tu vois, écrit ou terminé il y a 3-4 ans, je manquais sans doute des choses. Hein. Là non, c'est-à-dire que tu vois tout le rapport, par exemple, le rapport clair dans ma tête qui était très intuitif pendant des années à Antonioni, par exemple, et c'est vraiment est devenu pour moi absolument évident et clair et lisible au cours des 2 dernières années. Tu vois, parce que je suis par ailleurs un grand admirateur d'Antonioni et je n'arrivais pas à établir le lien exact, ou en tout cas à comprendre le sentiment que j'avais que Mann et Antonioni conversaient. Voilà, disons que mon intuition en avait la conviction absolue, mais je n'arrivais pas à voir exactement comment ça marchait. Et là, le temps dont on parlait, sur le rapport à l'espace, et Antonioni, c'est aussi le monde contemporain des années 60. D'ailleurs, je cite un propos d'Olivier Assayas que j'aime beaucoup, lorsqu'il dit mais finalement, Mann, et c'est peut-être même lui qui m'a mis sur la piste il y a longtemps, je ne sais plus. Il dit dans un entretien d'un hebdomadaire, je crois, il dit mais finalement Mann a un rapport au monde contemporain qui est pas éloigné de celui qu'avait Antonioni ou Tati dans les années 60. Hein, grosso modo, voilà, je sais pas, l'Éclipse, voilà, 63, Mon Monde 67. L'Éclipse étant un film qui, presque peut-être de façon totalement involontaire, est presque cité par Mann dans Black Hat. Hein. C'est-à-dire que le plan de la vide de la bourse cite dans ma tête et de façon évidente le plan de la bourse vide, là c'est Chicago, de Rome dans le film Antonioni. Alors on pourrait se dire oui, ici, et alors le problème c'est que Hacker est un film qui est totalement pris déjà dans ce que humain, les rapports de couple, la question de l'humanité à l'heure des flux monétaires, à l'heure des transactions économiques. Donc on voit bien que Mann à l'économie, à son temps, au monde dans lequel on vit. Mais parce que je pense que c'est quelque chose qui est absolument capital chez lui. Il y a les grands moments, en fait, moi j'aime bien dans les films de Michael Mann, c'est tous ces moments de bascule. Hein. C'est un cinéaste des moments de bascule, c'est-à-dire qu'on croit toujours qu'on rentre dans un film de Michael Mann. En fait, c'est quelqu'un qui nous fait, et c'est en ce sens-là que ces films, pour le coup, sont plutôt très politiques, non pas au sens où ce sont des films à thèse, qui viendraient armés avec une thèse et qui la défendraient. Ça commence toujours par la petite porte du cinéma de genre, on pourrait dire, et puis les personnages rentrent dans un monde qu'ils pensent connaître, qui est souvent un monde d'ailleurs qui a déjà disparu, mais eux ne le savent pas. James Caan dans Le Solitaire, hein, qui lui, en plus, rappelons-le, a passé 12 ans en prison, ce qui est les 12 ans de Michael Mann dans l'arrière-cour de la télévision. C'est-à-dire que tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Hein. Donc il sort de prison, Michael Mann sort de la télévision. Voilà. Tout le rapport toujours ambigu et problématique entre Mann à la télé. Voilà. Et Pacino qui se disent ça t'aidait. Voilà. Le moment où Pacino expulse sa télévision dans les rues de Los Angeles, on a très bien compris ce que ça veut dire. Mann se dit enfin, plus jamais je retournais à la télévision. Il va y retourner à un moment donné, mais il a ce rapport-là, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ces moments de bascule où les personnages rentrent dans le récit et dans le monde en pensant qu'ils reconnaissent toutes les clés et les codes,
Al Pacino dans Révélation, vraiment le journaliste, vous avez tous vu Révélation, je pense, Insider, le journaliste star, qui est le vieux routard, qui vient lui aussi des années 60, évidemment, on en revient toujours, élève d'Herbert Marcuse. D'ailleurs, entre parenthèses, Mann a aussi suivi les cours de Marcuse. C'est intéressant parce que Mann, c'est quelqu'un, tu disais, c'est un artisan, mais c'est quelqu'un qui politiquement, et pas pour le coup, pour en parler avec lui, est ultra structuré, qui a lu les choses. C'est-à-dire que déjà, alors c'est presque un peu too much. Oui, bien sûr, voilà, on en revient toujours à la même chose. Voilà, il a un peu lu, un peu vu. Et pour ceux qui ont vu Black Hat, d'ailleurs, moi j'avais presque trouvé ça un peu too much à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez des séquences d'ouverture de Black Hat, lorsque Chris Hemsworth et Nick Hathaway est dans sa cellule, on va l'en sortir, et là la caméra se balade le long des murs de la cellule, et qu'est-ce qu'on voit? Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, Michel Foucault, etc. Film quand même à 150 millions de dollars avec Chris Hemsworth. Donc il y a Thor qui lit la condition. C'est un peu la limite du film aussi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose, je ne lui ai pas dit, mais quand je le reverrai, je lui dirai, là c'est quand même un peu too much. Dans le sens, tous ces films depuis 30 ans nous racontent ça, on le sait très bien qu'il est dans cet univers à la fois de la French Theory et aussi de... Moi j'ai beaucoup lu Frederick Jameson, enfin toute cette théorie du postmodernisme qui m'intéressait beaucoup pour saisir Michael Mann. Il est contemporain de tout ça. Et est-ce qu'il avait besoin de filmer Lyotard et Foucault et Baudrillard? Bon, alors cela dit, pour les Américains, c'est pas inintéressant de savoir que ce genre de livre aussi existe. Pour nous, ça a été un tout petit peu moins. Et donc je voulais juste terminer là-dessus, c'est que tous ces personnages rentrent dans un monde dont ils pensent qu'ils ont les codes, les clés, dont ils seront les souverains, d'une certaine façon, hein, alors là, que ce soit Le Solitaire, Révélation, enfin, tous ces films-là. Et puis, il y a une séquence, à peu près, mais dès Comme un homme libre, hein, dès Jericho Mal, il y a ça. Il y a une séquence qui arrive généralement à mi-parcours du film, et qui redistribue toutes les cartes. Et ça, c'est toujours passionnant. Le personnage prend conscience que... Voilà, il se rend compte qu'il sait, finalement, pas du tout. Il n'a rien compris, il est en retard. Il est en retard en termes sur la compréhension du monde et des autres, etc. Et c'est que même le retard est même là dans les films de Michael Mann. Et c'est le moment, évidemment, où Frank, dans Le Solitaire, signe son pacte, autre figure manienne typique, le pacte. Alors là, c'est comme il y a le professionnalisme gaussien, il y a le pacte faustien. Bon, mais c'est la même chose. Hein, et jusqu'à se rendre compte qu'à un moment donné, dans tous les films de Michael Mann, on signe des pactes, on signe des contrats, et dans tous les films de Michael Mann, on se rend compte que le pacte et les contrats sont pipés. Hein, les termes plutôt que la liberté du personnage. Voilà. Oui, bien sûr. Le problème du personnage de Michael Mann, c'est qu'il veut à la fois rattraper le temps perdu et être indépendant. Et pour rattraper le temps perdu, il va pactiser. Et quand il pactise toujours avec la chose économique. Et Mann est quand même un marxiste. Hein. Il a ça. Donc à partir de là, il y a crise. Et la crise, elle vient toujours de ça, de là dans ses films. Et il y a donc cette séquence, je sais pas, de turning point, de point de bascule, peu importe, où d'un seul coup, le monde qu'on a vu pendant 45 minutes ou 1 heure, et que le personnage a vu toute sa vie jusque-là, en fait, se dévoile, il y a presque un côté magicien d'Oz, hein, on tire le rideau d'émeraude sur ce monde-là, et tu dis, mais finalement, t'as rien compris. Et c'est intéressant parce que dans Révélation, c'est peut-être la séquence la plus emblématique, lorsque vous avez, Révélation, vous connaissez l'histoire, donc première partie du film, on a l'impression d'être dans Les Hommes du Président. Tout va bien, c'est-à-dire que le personnage que Lowell Bergman, que joue Al Pacino dans le film, inspiré du vrai Lowell Bergman, producteur de 60 Minutes, mène son enquête, voilà, il va réussir à convaincre quelqu'un, en l'occurrence cet ingénieur joué par Russell Crowe, de témoigner contre l'industrie du tabac qui a mis de l'ammoniac pour favoriser l'absorption du tabac, de la nicotine. Donc on se dit très bien, oui, c'est Bob Woodward et Bernstein, les hommes du président, et à la fin ils vont faire tomber l'industrie du tabac, comme les deux ont fait tomber Nixon au moment du Watergate. Mais on n'arrive qu'à la moitié. Et alors il y a cette séquence, à mon avis, extraordinaire. Scénario écrit par Eric Roth, je le dis parce que c'est un cinéaste, enfin c'est un scénariste important, Eric Roth, et je le mentionne dans le livre parce que pour ceux qui ne l'auraient pas vu, si vous voulez y jeter un coup d'œil, Eric Roth c'est quelqu'un qui travaille depuis les années 70 et qui a notamment écrit le scénario d'un film génial de Robert Mulligan qui s'appelle The Nickel Ride avec Jason Miller. Grand film paranoïaque des années 70, jamais sorti en DVD en France, c'est un problème. Mais voilà, si vous avez l'occasion de voir The Nickel Ride, c'est pour moi un des plus beaux films de Mulligan, film de 74, qui est tourné avec Jason Miller 1 an après L'Exorciste, et c'est Eric Roth qui écrit le scénario. Et donc il écrit le scénario de Révélation.
Et on se retrouve avec Mann, et on se retrouve à arriver au bout d'une heure 10, une heure et quart, le film dure quand même 2h25, et on se dit, bon ben voilà, rendez-vous avec le staff juridique de CBS, qui doit maintenant, c'est plus qu'une formalité, c'est comme... voilà, qui va jouer la chef, hein, Hélène Caparelli qui joue la chef du secteur juridique. En gros, fixons les modalités, on a fait le plus dur, quand est-ce que ce reportage va être diffusé, et dès qu'il va être diffusé, tout va tomber. Et là, elle fait surgir, dans cette espèce d'endroit aux allures d'aquarium, etc., l'argument de l'interférence dommageable. Hein. Pour faire court, pour ceux qui ont vu le film, autrement dit, plus on dit la vérité, plus c'est grave, hein, et moins c'est possible. Voilà. Donc, on commence à dire on va différer la diffusion de ce reportage, etc. Et Pacino, qui est comme un peu malin, il comprend que ce petit détail qui est, tu sais, il faut qu'on règle 2-3 problèmes avec le département économique et juridique de CBS, il comprend que c'est une déflagration, à la fois qu'il y aura un mal fou à faire du ce reportage, mais il comprend que tout le monde dans lequel il a vécu jusque-là, en fait, change. Et moi, je me suis toujours dit que là, le film, c'est les hommes du président, en fait, qui à mi-parcours se rend compte qu'il était dans la cause de l'assassinat de Pakula. Et quand on comprend ça, on comprend complètement ce que devient Révélation. Et là où c'est génial, moi ce que je trouve toujours intéressant dans les films de Michael Mann, par rapport à cette question politique dont on parlait, c'est que l'apprentissage de la chose politique qu'on peut faire en tant que spectateur dans les films de Michael Mann, elle se fait d'abord évidemment par les personnages, mais elle passe toujours, on pourrait dire, par la petite porte du genre ou du récit. C'est-à-dire que pour comprendre Révélation, il faut comprendre comment le monde marche. Et pour comprendre comment le monde marche, il faut s'intéresser à la question économique, à la question idéologique, etc. Ce qui fait que quand on sort d'un film de Michael Mann, à la fois on a pu prendre du plaisir, c'est divertissant, super bien, etc. Mais on a compris quelque chose du monde. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est la façon dont les films en fait font de l'émancipation du personnage une dimension presque intellectuelle. C'est-à-dire que avant de faire quoi que ce soit, comprend le monde dans lequel tu es. Et moi j'aime cette idée parce qu'il y a tellement de films dans lesquels on a l'impression que les personnages rentrent dans le monde, ils le comprennent déjà. Mais qui comprend le monde dans lequel il est véritablement? On est très très peu. Je veux dire, il faut faire un travail colossal pour comprendre le monde dans lequel on est. Et Mann, il fait subir à ces personnages qui sont un peu des vieux aguerris, hein, il les met face à ça. Donc autrement dit, vous pensiez être à l'heure, et en 2 minutes, ces gens-là se rendent compte qu'ils sont en retard depuis des lustres. Et ça, je trouve ça, même qu'on retrouve dans tous ces films, cette espèce de mouvement en fait de l'histoire qui vous, alors on ne pourra pas se le dire très discontient, hein, qui d'un seul coup vous met en retard du monde. Ça, c'est quelque chose qui est à mon avis caractéristique du cinéma de Mann. Alors là, Jean-Baptiste, je suis embêté parce qu'on est presque à 1 heure de discussion. On va peut-être échanger. Alors, le but, c'est d'échanger. Donc, préparez vos questions. J'en ai peut-être une dernière, juste pour rester sur Révélation, sur comment ce film opère aussi, pas une rupture, mais un changement au niveau de l'esthétique, de la mise en scène. Et je trouve ça assez passionnant. Je trouve que c'est un de ces grands films, vraiment un de ces grands films. Parle-nous de ce moment un peu de bascule stylistique. Alors c'est bien que tu poses la question parce que qui a vu les films de Michael Mann de façon un peu, disons, chronologique, ou suit ces films depuis longtemps, il y a une évolution, mais avant même d'utiliser les gros mots esthétiques, etc., visuellement, il y a à la fois des thèmes, des codes, des personnages, une façon de filmer, etc., mais on voit bien qu'entre Le Solitaire et Black Hat, par exemple, quelque chose s'est passé. Hein. Évidemment, ça reste intégralement un film de Michael Mann sur plein de plans, mais visuellement, esthétiquement, il y a quelque chose qui se passe. Moi, il me semble que si on devait dresser l'évolution esthétique du cinéma de Mann, c'est assez rapide. Le Solitaire 80 est encore un film qui est dans la queue de comète des 70s. Donc on pourrait presque être devant une sorte de film post-Fleischer, post-Friedkin, réaliste, comme disait Deleuze, des espaces pas qualifiés, vraiment des trucs industriels, vraiment des choses assez ordinaires. On sent qu'il y a une dimension réaliste dans le Solitaire qui est importante, comme si le film appartenait aux années 70 mais sortait un peu tardivement. Mais il y en a comme ça, hein, je sais pas, Driver de Walter Hill, etc. Mais on est déjà à un moment de bascule. 3 ans plus tard, il fait le contraire de ça. Il fait La Forteresse Noire. La Forteresse Noire, on est entre Jung, Bettelheim, l'expressionnisme allemand, etc. C'est le contraire. Donc, après l'excès, on pourrait dire après l'extrême du réalisme pour Mann en 80, l'extrême de l'expressionnisme en 83. La synthèse de ces deux choses-là, c'est Manhunter, 86. Il dit, bon,
extraterrestre noir, c'était un peu hardcore. Et Donc, c'était un four, c'était un four énorme. Et donc, avec Manhunter, Manhunter est un film esthétiquement important, puisque c'est sa première rencontre avec Dante Spinotti. Il faut quand même aussi le rappeler, qui est assistant son chef opérateur, voilà, et qui va éclairer 4 films de Mann, dont Hit qui va poser visuellement l'univers de Michael Mann avec ce plan plus qu'emblématique de Robert De Niro rentrant dans son appartement, se mettant face à la baie vitrée et regardant l'horizon. Voilà. Alors quand aujourd'hui vous tapez Michael Mann sur internet, où les 3/4 des bouquins à l'étranger qui sortent sur Michael Mann ont cette image en couverture. Voilà. Mais vraiment une signature visuelle. Donc Manhunter effectue une forme de synthèse entre les deux. Et pourquoi est-ce que le moment expressionniste de Mann a été important? Parce qu'il a cette conviction à un moment que le style, c'est pas uniquement évidemment une question formelle, c'est que le style va permettre de rendre compte, c'est Gilles Deleuze à propos de notre livre qui parlait de l'étrange-subjectivité des choses. Hein, c'est que c'est par le style qu'on va faire surgir l'arrière-monde. Hein. Et l'arrière-monde pour Mann, ça peut être du sacré, ça peut être de la spiritualité. Urbain aussi, pardon, du sacré urbain aussi. Oui, bien sûr, absolument. Mais donc on sent que Mann s'empare du style à ce moment-là, d'un seul coup, pour faire advenir un monde qui sans le cinéma ne serait pas visible. Et c'est là, on sent ça, que c'est un très très grand formaliste aussi, Michael Mann. Là, on est avec Manhunter. Et à mon avis, Hit en 95, c'est on pourrait presque dire, c'est le tombeau somptuaire du classicisme américain. C'est-à-dire que c'est toute la synthèse, la couleur, parce que c'est Dante Spinotti qui lui amène quand même cette idée du bleu, hein, pour évoquer la question du foyer. À l'origine, c'est Spinotti qui lui dit, voilà, comme Mann est un obsédé des couleurs, et il a des codes couleurs très précis, voilà, le bleu pour le foyer, et l'introspection existentielle, le vert pour le danger, oui, et le mal, le rouge pour la... Voilà. Le gris pour les institutions. Michael Mann est quand même quelqu'un qui tape en permanence sur l'institution, que ce soit de la prison, un centre d'adoption. Dès que quelqu'un est en costume gris chez lui, il y a un problème. C'est pas compliqué. Bref. Et donc on se retrouve avec Hit, qui est vraiment le monument. Mais vous savez, en 95, je ne sais pas si pour ceux qui s'en souviennent un peu, en 95, il y a beaucoup arrivé dans l'histoire de la critique la question du post-classicisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette espèce de truc qui était comme, arrivera un peu plus tard, la question du maniérisme. Il y a eu cette mode dans la critique du post-classicisme, qui était, d'une certaine façon, le tombeau, le dernier coup du cinéma classique américain. Et il y a 3 films qui, dans les années 90, vont porter cette charge-là. Il y a Titanic de James Cameron, évidemment, Casino de Martin Scorsese et Hit de Michael Mann. Et moi, je pense qu'en 95, quand Mann fait Hit, il est arrivé au terme d'une première partie de sa carrière. C'est-à-dire que Hit est un film indépassable. Hein, je cite un des critiques du New York Times qui dit c'est le 2001 du polar. On ne pourra jamais... C'est terminal, Hit. D'ailleurs, pour ceux qui regardent encore des polars, ce qui est mon cas aujourd'hui, au mieux, c'est un sous-Hit. Voilà. Alors donc 95, pour lui, à la fois il fait cette espèce de monument qui est qui est au polar, ce que devient un SF ou la Horde sauvage western, pour citer quelques petits films. Donc 95, ça c'est Hit. Et donc on voit bien que Mann, à partir de là, quelqu'un qui est toujours extrêmement aux aguets, on parlait du contemporain, des nouvelles techniques, comment ne jamais se laisser dépasser par le présent. Voilà. C'est une obsession chez lui, et se laisser dépasser, c'est comprendre le monde déjà très bien, mais c'est aussi être à l'heure techniquement. Ce qui fait que lui, il a été un des premiers, on va dire, à enfourcher le cheval technologique de la vidéo HDF. Un des tout premiers. Ali, première occurrence, Collatéral, premier film dans les studios hollywoodiens tourné avec vidéo haute définition. Il faut se rappeler de ça, parce qu'à l'époque, beaucoup de cinéastes se braquent contre ça. On se souvient de Tarantino, de Paul Thomas Anderson, qui dit non, nous, ça, on va rester au 35. Nils, tu veux dire un truc? Là, il essaye près d'être en avance pour, bien sûr. Pour une fois, absolument. Pour rattraper son retard. C'est ça. Non seulement il essaie d'être en avance, c'est-à-dire que c'est ça qui va se passer. Avec la technologie, notamment. Ouais. Absolument. Et la technologie va devenir pour lui un outil. Mais la technologie, il ne s'en sert pas, évidemment, quand on a vu les films, pour des raisons uniquement, on pourrait dire, presque visuelles, ou comme un geek qui adorerait toucher un nouvel outil, à la nouvelle Red, la nouvelle Viper. C'est parce qu'il a conscience que la technologie va lui permettre de figurer à l'écran quelque chose qu'il a en tête ou qu'il perçoit, qu'il ne peut pas montrer. Quand Collatéral sort en 2004, moi je me souviens très bien de l'expérience esthétique. C'est-à-dire que quand on est devant ce film-là, j'oublie complètement l'histoire du film, on s'en fout. Mais quand on voit le ciel abricot de Los Angeles, un peu comme les orages à Miami, on n'a jamais vu ça sur un écran de cinéma. Je veux dire, certains d'entre vous sont peut-être allés à Los Angeles dans leur vie, jamais je n'avais vu
je parle pas architecturalement, hein. Je parle en termes d'ambiance, de couleur, d'humeur, d'où le côté presque eschatologique hein, qu'il y a dans Collatéral. D'ailleurs, le film va vers ça. On n'a jamais vu ça sur un écran de cinéma, et Mann est le premier à introduire ça et à montrer que le cinéma n'est pas du tout venu d'une certaine façon à bout de course après le post-classicisme et le 35 mm, mais si on sait bien utiliser, alors après vous allez me dire, oui c'est vrai, quels sont les cinéastes aujourd'hui qui arrivent à faire dégorger du numérique des choses aussi inouïes esthétiquement et inventives que Mann? Ils ne sont pas très nombreux, mais Mann y arrive. Et il persillise quand même dans Miami Oui. Vice, il va encore... Ah ben là, il pousse le bouchon au maximum, et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est comme c'est toujours pareil, hein, on connaît l'histoire, la forme et le son, on va être qu'un styliste pour le style, on s'en fout, mais ce qui est assez formidable, c'est que dans Miami Vice, où on a un grain, moi je me souviens quand je vois Miami Vice à l'époque, je me dis le culot, d'ailleurs je pense qu'il a dû batailler quand même avec le studio extrêmement fort, pour qu'en post-production on ne lisse pas tout ça, etc. C'est que ça devient de l'image quasiment brute, on a du grain gigantesque, etc. Mais ce qui est intéressant, à mon avis, avec Miami Vice, c'est que cette forme, on a presque le sentiment que la matière dans Miami Vice, et prenons le Sièvre par exemple, est une espèce de magma solide. Et c'est intéressant parce que quand vous regardez Miami Vice, vous vous rendez compte que par rapport au cinéma, on voit des classiques américains qui éclairent toujours les personnages face à un arrière-plan qui est un peu plus dans l'obscurité de manière à les détacher. Il y a l'homme et le monde. Dans Miami Vice, tout se percute. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne sait même plus où sont les personnages. Et là, évidemment, cet obsédé qu'est Michael Mann mais qu'est-ce qui reste de l'humanité dans la technologie capitaliste d'aujourd'hui devient, grâce pour le coup à l'outil numérique dans Miami Vice, quelque chose qui est esthétiquement traduit. Et c'est extraordinaire puisqu'il nous fait même sentir le sentiment qu'on a des personnages qui sont pris dans un monde qui va à 200 à l'heure, hein, qui va même beaucoup trop vite, la vitesse, les échanges, etc. Mais ces personnages, ils sont englués, ils font du surplace. C'est pour ça que, pour ceux qui ont peut-être vu la Director's Cut de Miami Vice, la Director's Cut, la séquence d'ouverture alternative, je préfère dire ça. Vous savez que le film s'ouvre normalement dans cette boîte de nuit avec des clubbers, et puis on a les deux, Sonny et Rico infiltrés, qui vont tenter d'arrêter une sorte de proxénète. Et le film s'ouvre tel qu'il est sorti en salle de façon extrêmement abrupte comme ça. Moi j'adorais cette ouverture parce que cette façon en tant que spectateur qu'on a de rentrer dans un monde qui ne nous a pas attendu pour être déjà à 200 à l'heure, ce qui fait qu'on est déjà à la bourre quand on rentre dans Miami Vice. Formidable. Mais alors, la séquence d'ouverture alternative montrait une sorte de course de offshore dans le golfe du Mexique, au bord de Miami, un peu comme certains épisodes de Miami Vice, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais évidemment il y a eu la série à ce moment-là. Et ce qui est très intéressant quand on regarde d'ailleurs, je crois qu'on a reproduit quelques photogrammes de cette séquence, on se rend compte que c'est quoi l'enjeu de cette séquence, avant d'arriver dans la boîte de nuit? C'est tout simplement de filmer des courses de hors-bord avec une caméra qui tente en permanence d'être, on pourrait dire, sur la ligne de flottaison. Elle coule et elle remonte, elle coule et elle remonte. Et je me disais, mais cette séquence d'ouverture, elle est formidable aussi, c'est dur de choisir entre les deux, parce qu'elle raconte toute la dynamique de ce qu'est Miami Vice. Hein, c'est que comment garder la tête hors de l'eau, ce qui est quand même le problème des personnages de Miami Vice, et notre problème à nous, c'est le problème du contemporain. Voilà, la vitesse, l'accélération qui produit du vide, du rien, du néant, de la bêtise, etc. etc. C'est ce que raconte un film, et même du désespoir, des histoires impossibles. Et souvenez-vous du dernier plan de Colin Farrell qui retourne dans l'hôpital, c'est un plan totalement déprimant, qui retourne dans le flux comme une espèce d'ombre noire, un peu comme Pacino à la fin de Révélation. Très beau plan d'heure qui nous dit qu'il n'y a pas dehors de ce monde. Quand on sort de ce monde-là, on disparaît. Et il remet son impair au-dessus de sa tête et il n'existe plus. Jean-Baptiste, je veux juste que tu me répondes à ma question sur la mise en scène. La mise en scène de Révélation. Non, mais en 2 minutes. C'est vrai. Et après, je peux préparer vos questions. Parce que... c'est important. Et donc, tout ça pour dire que, donc, après 95, Mann a conscience, là on s'est engouffré sur le numérique, mais Mann a conscience de ça, c'est qu'il est toujours en train de chercher une nouvelle façon, on pourrait dire, de se renouveler, on pourrait dire de façon un peu triviale, et Révélation qui vient 4 ans après Hit en 99, pour ceux qui sortent de Hit comme moi et qui arrivent à l'époque devant Révélation, il y a une
pas de mise en scène, mais de découpage, de montage, de rythme, de façon de poser la caméra. Mais lui a eu envie de faire quelque chose. Voilà, il a eu envie de changer Michael Mann en se posant cette question, enfin, moi qui me semble intéressante, c'est de se dire, mais est-ce qu'on peut faire encore une mise en scène post-classique, voilà, avec un montage beaucoup plus classique, des plans plutôt fixes, assez larges, une lisibilité générale de ce que font les individus, comme dans Hit, etc. Est-ce qu'on peut le faire encore tout en décrivant un monde qui a perdu ses repères et qui va trop vite? Donc, révélation. Et moi, je serais convaincu que Mann, à ce moment-là, se souvient d'un film qui est évidemment capital, qui est Second du jeu de Frankenheimer, mais il réemploie le motif de Seconds, pour ceux qui s'en souviennent, cette caméra au début dans Grand Central, à l'époque on est en 66, donc c'est une révolution, la façon dont Frankenheimer filme la séquence d'ouverture de Seconds, et Mann réemploie ça dans Révélation, et là, il cherche une mise en scène qui va, on pourrait dire, correspondre, ou en tout cas traduire cette espèce de nouvel état économique, politique, et même émotionnel du monde contemporain. Et ça, c'est une révélation, et à mon avis, vraiment, un point de bascule. C'est-à-dire que si on devait, après toutes ces bornes, se dire, divisons, en tout cas, la filmo de Mann en 2 points, pour moi, elle se situe à Révélation. C'est-à-dire que je pense qu'il y a avant Révélation, et puis après Révélation s'ouvre une autre période dont en réalité il n'est pas complètement sorti, parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais on peut le dire quand même vite, c'est que dans les années 2000, Michael Mann, il se met par exemple à aller tourner en Amérique du Sud. On sent qu'il y a, après Hit, on sent qu'il y a un désir, mais même géographiquement, pour lui, de sortir du territoire américain. Voilà. Et c'est pas pour rien. Autrement dit, s'il sort du territoire américain, c'est qu'il a le sentiment que, l'Amérique, le monde, c'est la même chose. Dans un rapport mondialisé, comme dans Miami Vice, où on passe d'un raccord de Genève à Barranquilla, ça veut dire quoi être aux États-Unis? Ça veut rien dire. C'est le boarding gate constant. Et aussi parce qu'il a, à mon avis, conscience que le cinéma, pour le coup, le plus branché sur le contemporain, en tout cas qui en retranscrit le mieux la pulsation, l'humeur, etc., c'est le cinéma asiatique. Et évidemment, tous ces films-là, et Mann étant toujours aux aguets, sait que c'est du côté du Xiaoxian, du côté de Choi Ark, et même, on ne pourrait pas se dire, après il y a les rapports avec Edward Norton que je trouve hyper intéressant, mais c'est de ce côté-là que ça va se jouer, et on voit, on pourrait presque dire, une dérive asiatique du cinéma de Mann jusqu'à Black Hat, pour le coup qui se passe Hong Kong, Chine, Malaisie, etc. Parce qu'il a le sentiment que c'est le cinéma asiatique qui a le mieux capté l'humeur du contemporain, donc lui s'en rapproche. Question. Bonsoir. On n'a pas parlé d'un film, Public Enemies, Ouais. qui est un film assez particulier. En fait, il se déroule pendant la Prohibition, c'est ça? Et moi j'ai vu le film à sa sortie, j'étais très très jeune et ça m'avait marqué parce que c'est un film qui a priori de factures classiques, mais des fois il y a des scènes numériques, caméra au point, près des visages, tout ça. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce film-là? Sur Public Enemy. Oui. Alors, j'ai adoré votre question. Grand film. Non, en 2 mots, Public Enemy, donc 2009. Il y a 2 choses dans Public Enemy. Il y a ce qui est de l'ordre, on pourrait dire esthétiquement, à l'époque, c'est un reproche qu'on va même beaucoup faire à Michael Mann, qui est la façon dont il a transposé le filmage numérique sur les années 30. On se dit, mais c'est ridicule parce que dans les années 30, il y a, c'est un argument complètement spécieux. À l'époque des Mohicans, on s'en fout. Mais il y a quand même cet argument à l'époque. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que Michael Mann, et notamment c'est vrai dans Public Enemy, c'est vrai dans Die des Mohicans, etc., c'est quelqu'un, c'est lorsqu'il retourne à une période de l'histoire, et là en l'occurrence, milieu 18e pour Die des Mohicans, ou Prohibition dans les années 30, il n'y retourne pas, mais c'est exactement comme quand Visconti fait le Guépard. C'est-à-dire qu'il n'y retourne pas pour faire un film d'époque, pour faire un film en costume, pour nous raconter un beau livre d'images du passé. C'est tellement pas son truc. C'est plutôt de se dire, ça peut être intéressant de faire, pour comprendre le contemporain, l'archéologie de ce contemporain-là. Et le Die des Mohicans, de certaine façon, retourne à l'origine de tous les mafieux, de la justice, de tout le rapport entre la loi et l'économie, en allant chercher à l'origine, c'est du côté de l'arrivée des Anglais et des Français, évidemment en Amérique. Il se dit, voilà, c'est là que les choses ont commencé
en fait, a dysfonctionné. C'est pas dans les années 60, dans les années 20, c'est dès le départ, le verre, on pourrait presque dire, est dans le fruit. Et quand il fait Public Enemy, il va chercher, on pourrait presque dire, le grand-père de Frank, de James Caan en solitaire, l'arrière-grand-père de Robert De Niro dans Heat, et alors l'image sur le mur pour les criminels suivants. Parce que quand on a parlé tout à l'heure du professionnel, il y a quand même 3 âges si on se concentre sur la question des criminels, dont John Dillinger dans Public Enemy. Il y a quand même 3 âges dans le cinéma de Michael Mann, et il y a 3 types de criminels. Il y a le criminel un peu old school, qui est James Caan, dans Le Solitaire, son premier, un peu prolo, il est un peu vieillissant, il a un autre type de code, la parole donnée, l'argent va dans ma poche. C'est intéressant, on est en 80, au moment de l'élection de Ronald Reagan, il croit encore qu'il faut avoir beaucoup d'argent sur soi pour être riche. Donc il est déjà en retard, on le voit bien dans ses l'idée de faire un placement en banque, un placement boursier, non pas du tout. Et donc tout le film dégénère, souvenez-vous Le Solitaire, parce que l'autre, son commanditaire, il n'a même pas fait une entourloupe, il lui a dit ton argent est là mais je l'ai mis en bourse. Alors ça suffit pour que ce voleur old school pète les plombs. Mais donc il appartient encore, je vais un peu vite, à ce qu'on pourrait appeler le capitalisme industriel, James Caan dans Le Solitaire. Deuxième moment, Heat. Quand on voit débarquer De Niro et sa bande dans Heat, on est passé à un autre niveau. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de discussions dans Heat où il s'agit de pourcentage, de bons porteurs. Autrement dit, De Niro, dans Heat, il maîtrise autant les cours de la bourse, la revente des bons porteurs pour gagner plus d'argent, etc., que le fusil à pompe. Donc, on est passé, on pourrait presque dire, au capitalisme moderne avec Heat. C'est plus du tout le même genre de criminel. Et ce qui est intéressant, alors, Hacker, Black Hat, enfin là, on est dans le pur, évidemment, contemporain. Mais ce qui est intéressant avec Public Enemy, c'est qu'il repart à l'origine de ça. C'est-à-dire que John Dillinger, c'est sans doute la matrice, quand je dis le grand-père, c'est celui qui était à l'origine de ces gens-là. John Dillinger, c'est une sorte de hors-la-loi qui appartient au Vieil Ouest. C'est-à-dire que comme James Caan est la queue de comète d'un genre qui a disparu, John Dillinger, parce qu'il raconte 2 années de sa vie, 33-34, qui sont 2 moments un peu particuliers de la vie de Dillinger à la fin, parce qu'il meurt en juillet. John Dillinger, il est lui-même en retard et old school. Il est comme tous ces personnages de Michael Mann. Et il va, comme tous les personnages de Michael Mann, découvrir un jour, alors qu'il sort de la prison de l'Indiana, que le monde qu'il retrouve a complètement changé. Et c'est pour ça que le chapitre s'appelle La défaite technologique, parce que la première partie de Public Enemy, c'est l'histoire d'un homme qui est de son temps, qui est à l'heure. Il a des voitures qui vont plus vite, il a des armes qui fonctionnent mieux, il braque des banques, mais comme si c'était une sorte d'opéra ou du sitcom, c'est tellement facile, etc. Il va en prison, il en ressort 4 ans plus tard, le braquage, et là tout dysfonctionne. Il est en retard, plus rien ne marche, la violence pathologique est arrivée, il maîtrise plus le temps, il maîtrise plus rien. Autrement dit, Public Enemy, ce qui est génial à mon avis, c'est qu'il fait ces 2 films en un, c'est 2 fois le même film. Le premier film du point de vue de l'avance technologique de John Dillinger, le deuxième film qui est le même, mais du point de vue du retard technologique de Dillinger. Autrement dit, donc là aussi on a un personnage qui d'un seul coup est pris de vitesse par le temps. Il n'a pas vu que l'histoire allait plus vite que lui. Et donc cette histoire-là, elle est intéressante parce qu'elle permet de voir comme ça les différents âges, on va presque dire des criminels de Mann, et le personnage de Neil dans Heat est intéressant pour ça parce qu'on voit bien qu'il est quand même à cheval. C'est-à-dire qu'il dit, souvenez-vous dans cette séquence incroyable du braquage de la banque de Heat, beaucoup de gens le voient arriver et vident leur poche, veulent lui donner l'argent, et il dit non, gardez votre argent, il dit je ne vole pas les gens, je vole les banques. Vous êtes assuré. Ouais, voilà. Et là on voit déjà qu'il a perdu. De Niro, parce qu'il est dépassé. Il est dépassé. C'est-à-dire que et moi, voilà, on n'a pas temps d'en parler, mais cette espèce de retard est intéressant parce qu'on voit très bien qu'en dépit de son espèce de costume un peu de trader, costume gris, appartement dépouillé, il a tous les codes du postmodernisme. Il n'y a rien dans son appartement, il est habillé d'une certaine manière, il maîtrise les cours de la bourse, il est de son temps de Niro, mais il y a des petits signaux qui trahissent qu'il y a encore un peu de Dillinger en lui, et ça, il va le payer très cher. Et ce encore un peu de Dillinger, voilà, en lui, c'est l'humanité. Oui. C'est d'un seul coup, il pourrait partir avec plein d'argent, de façon très froide, de façon collatérale. On s'en fout des autres. Ce qui compte, c'est le compte en banque, c'est le capitalisme pur et dur.
Ouais, mais quand même, il y a quelqu'un qui m'a fait un sale coup. Alors, et là, on pourrait peut-être qu'il y a un retour d'humanité parce qu'il y a un retour d'histoire, hein, comme il y aura un retour de Ninja en lui, et c'est ce qui va le faire plomber. C'est que d'un seul coup, De Niro, au dernier moment, entre être de son temps, mais d'un temps pas désirable, ou être d'un temps ancien, plus désirable et mourir, il choisit le temps ancien et mourir. C'est tout. Et c'est représenté formellement aussi, ce passage sous le tunnel, il y a quelque chose, c'est-à-dire que la forme, là, tu perds tout ton argent. J'ai gardé la carte bleue, c'est tout. D'autres questions? En fait, c'était pas une question, mais de partager une émotion que j'avais eue en lisant le livre. On parlait tout à l'heure, il y a différents niveaux de lecture, c'est ça qui est passionnant. Une des choses qui est intéressante aussi, c'est ce côté limite profiler, parce que ça fait penser, si on est sans être trop extrême avec Manhunter, ce côté, il faut y revenir pour, dans la filmographie de Michael Mann pour y trouver, et donc regarder la séquence télé ou les photos une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième, donc le temps qui passe, c'est ça. Mais il y a un truc qui m'a touché, moi, c'est... J'avais jamais vu The Kit et je l'ai vu en fait hier. Et dans le bouquin, ça m'a touché le fait que vous puissiez même avoir vos propres rapports avec ça en disant que peut-être que le mauvais montage participe du fait qu'on est dans un rêve, dans le côté onirique. Au lieu de partir, ce qui n'est donc pas le cas, sur un côté nerdy en tête, faut refaire le vrai, c'était quoi la bonne version à la Star Wars et tout. Là, ce qui est intéressant, c'est votre rapport à vous. Et c'est pas non plus pour justifier, c'est juste qu'est-ce que ça fait. Si on doit garder quelque chose, là peut-être que l'aspect plus onirique, enfin il est plus onirique avec ce mauvais montage-là. Je trouve que c'est touchant dans le bouquin. Bah, merci. Non mais juste un mot. Oui, pardon. Non, on peut couper une... Non, on peut pas. Non, mais merci de cette question, mais c'est intéressant parce que évidemment quand on écrit, quelqu'un qui veut écrire comme ça un livre, et quand dans le cas de Michael Mann, c'est que La Forteresse Noire, The Keep, c'est un peu le Calimero, quoi. C'est-à-dire que filmographie impeccable, évidemment depuis 1980, extraordinaire, et puis cet accident de parcours, qui est un vrai accident de parcours que Mann reconnaît, et même lui, il en parle plus que difficilement. Donc, quand on aborde un film comme ça, qu'est-ce qu'on aborde? Est-ce qu'on se met, vous parliez du point de vue du geek, oui c'est dommage, le montage original qui dure 3h30, on ne le verra jamais, et si Enki Bilal était mort plutôt que l'autre qui devait faire la bonne créature, bon, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mann a complètement fermé, enfin en tout cas plié boutique, ou tourné la page sur La Forteresse Noire, donc qu'est-ce qui reste? Et qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est intéressant, et même par moments, dans les restes, le fantôme est là et permet parfois de retrouver l'original, en tout cas de l'imaginer. Et plutôt que de fulminer contre un montage d'origine que je n'ai jamais vu de 3h30, qu'on ne verra sans doute jamais. Il me dit oui, mais alors là, effectivement, les effets spéciaux ne sont pas très bons. Ouais, comme pas la plume pour écrire ce genre de choses-là. Oui, alors le scénario a des trous à n'en plus finir. C'est vrai, parce qu'on imagine bien qu'entre la version d'origine et la version d'1h38 de maintenant, le scénario, il subit, quand vous regardez La Forteresse Noire, à mi-parcours, on ne comprend plus rien à rien, parce que les événements s'enchaînent les uns après les autres. Scott Glenn a raconté combien son personnage, en fait, est un personnage ultra développé, pour ceux qui ont vu le film, qui formait une sorte de duo avec la bestiole, le Molazar de La Forteresse Noire. Il en reste quasiment plus rien, donc très bien. Mais moi j'avais envie de faire l'hypothèse, effectivement, qui moi m'intéressait plus. De toute façon, quand Mann tourne La Forteresse Noire, il est dans le moment Gabriel Garcia Marquez. Voilà. Il y a eu, tout le monde le sait, Sorcerer de William Friedkin qui est sorti auparavant, réalisme magique, cette espèce de moment un peu incertain entre l'état de veille et le sommeil. Il est nourri par ça, Jung, etc. Comment est-ce que le rêve peut rentrer dans le réel et se mélanger à lui? Bon, à partir de là, l'idée que le film, du point de vue du scénario, ne tienne pas la route, je m'en fous complètement, parce que rien ne tient la route en réalité, puisque c'est le point que cherche Michael Mann. Donc moi je me disais que, en fait, il y avait deux formes, on pourrait dire, d'onirisme dans le film. Effectivement, l'onirisme qu'a voulu Michael Mann, séquence d'ouverture avec les camions qui arrivent, très 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 belle séquence, on ne sait pas à quel registre appartiennent les plans qu'on est en train de voir, on est un peu entre Friedkin, Sorcerer et évidemment Herzog, Aguirre. Et puis, donc ça c'est l'onirisme voulu, hein. Et puis l'onirisme accidentel, dû au boucher producteur, mais c'est à force de couper, à n'en plus finir des séquences, et de faire du récit, de l'histoire, quelque chose d'abscon, ils l'ont presque renforcé.
Alors que ça devient, on a presque, ils ont, plutôt que de rendre, finalement, d'affaiblir le film, c'est presque devenu surréaliste. Et là, on se concentre sur les motifs, sur les images, sur les rimes entre tout ça, puisque l'histoire ne nous permet plus, le scénario, de comprendre comment il avance. Et là, moi, ça m'intéresse, parce que je me dis que ça permet aussi de se dire qu'un film, il avance parfois beaucoup plus via la mise en scène, beaucoup plus par un jeu de couleurs, par un regard, par un contre-champ, par une rime plastique, que par l'histoire. Et peut-être que les producteurs ont rendu service à Michael Mann. Est-ce que le montage de 3h30 aurait été meilleur? J'en suis même pas convaincu. Voilà, je veux dire, on pourrait très bien les uns et les autres argumenter dans un sens ou dans l'autre, en disant non, non. Alors que là, il a un côté tellement ésotérique, tellement crypté, on ne comprend tellement rien que ça en devient sublime. Et donc moi j'ai envie de défendre ce montage de La Forteresse Noire, non pas pour en faire un grand film, mais pour en faire un film qui atteint partiellement son but, mais par une voie qu'on n'imaginait pas, tout simplement. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit récemment sur France Culture que, voilà. étant donné... Non, mais l'État un peu plus... Je sais pas ce que j'ai dit sur France Culture. Étant donné l'état un peu piteux du cinéma actuel et puis l'âge de Michael Mann, nous serions vraiment chanceux si Michael Mann avait encore un film en lui. Si on n'est pas chanceux et que Black Labs, donc Hacker en 2015 est son dernier film, et que donc le dernier plan de Hacker est le dernier plan au cinéma en tout cas de Michael Mann, qu'est-ce que vous pensez que ce dernier plan nous dit, alors sinon du cinéma de Michael Mann, au moins du monde, et est-ce que vous pensez que Michael Mann, quand il tourne ce dernier plan, il a peut-être l'intuition, il sait que ce sera peut-être son dernier plan, et quand je vous dis ça, j'ai en tête le dernier plan de Escape from LA de John Carpenter, qui était malade, qui pensait que ce serait son dernier plan, le fameux regard caméra de Kurt Russell, Welcome to the Human Race, etc. Qu'est-ce que vous pensez de... Là, on est dans l'ultra codé. Là c'est welcome to the crypto world. Non, mais vous avez raison. Alors, il y a plusieurs questions. Est-ce que Michael Mann, alors, ce que je vais vous dire peut être démenti dès demain matin sur IMDb, voilà. Mais à mon avis, je pense que Michael Mann, il a quand même 77, il aura bientôt 78 ans. Son dernier film date de 2015, donc il y a maintenant 6, presque 7 ans, a été un échec colossal. Il faut quand même dire ce qui est. Black Hat a été un échec colossal aux États-Unis. Ça a été tellement un tel échec colossal aux États-Unis que Universal, qui distribuait le film, à la limite aurait presque pu se dire bon, rattrapons-nous sur l'Europe. Mais ça, comme souvent les studios, c'est déjà très intelligent. Ah non, ça a capoté aux États-Unis, on ne va même pas s'en occuper en Europe. Bon, moralité, double peine et triple peine, puisque le film a été un échec total. Donc, plusieurs choses. Est-ce que quand Mann tourne son dernier plan sur lequel je vais revenir, il prend ça? Moi, je ne crois pas du tout. Moi, je pense que le film coûte, je crois que c'est 180-200 millions de dollars. C'est énorme budget, hein, Black Hat, lié d'ailleurs au nombre de lieux de tournage. Ce qui fait exploser le budget évidemment de Black Hat, c'est la quantité énorme de lieux de tournage. On est sur plusieurs pays, enfin c'est un truc assez incroyable. Et d'ailleurs Michael Mann, pour vous donner une idée, ce que je trouve c'est assez intéressant, lorsqu'il fait souvent ses repérages, c'est vrai pour Black Hat, ça a été déjà à l'époque des Mohicans, il exige par moment de faire ses repérages depuis un hélicoptère. Parce qu'il a envie de voir à quoi ressemble le relief, s'il a besoin de faire un plan, etc. Et donc, quand il tourne Black Hat, je pense qu'il espère, d'autant plus que le sujet, la question d'Internet, des hackers, des pirates, a priori, est plutôt, en fait, dans l'air du temps. Le film va être un échec colossal. Donc, à Hollywood, vous connaissez évidemment toujours la même règle, hein, vous voyez ce que vaut un peu votre dernier film, la longue carrière, l'estime, un cinéaste, son importance, tout le monde s'en fout, mais on s'en fout déjà aussi un peu beaucoup en France, hein, ça peut arriver. Donc Michael Mann, il a 77 ans, son dernier film a été un échec absolument colossal. Les studios, on voit ce qu'ils produisent majoritairement aujourd'hui, en tout cas pour cette somme-là. Michael Mann n'est pas quelqu'un qui fera, c'est un peu son côté chiminien, fera pas un film à 4 millions de dollars. Donc moi je pense que les feux sont plutôt au rouge. Alors lui-même, c'est pas du tout quelqu'un qui est abattu. Vous le savez sans doute, il a 4 projets par mois. Vous allez sur Internet, moi j'en ai plusieurs fois parlé, il a toujours 4-5 trucs en pré-production. Alors ce qu'ils appellent la pré-production, c'est qu'en fait le financement n'est pas encore trouvé, mais ils sont en train de bosser dessus, c'est pas pareil. Parce que quand on rentre en pré-production, tout va bien. Moi quand je suis allé voir la dernière fois, il y a 1 an et demi, dans ses bureaux et puis dans son appartement,
il avait toute le UE, vous avez peut-être entendu parler de cette mini-série pour HBO, HBO a accepté de produire cette mini-série qui fera 8 ou 9 épisodes sur l'offensive du Tet au moment du Vietnam. Encore une fois, les années 70, plus on est vieux, plus on revient au début. Et donc, il était parti évidemment plusieurs fois au Vietnam. Son bureau, à la fois chez lui et production, était envahi par tous les croquis de la documentation, parce que Michael Mann a un rapport à la documentation qui est complètement fou. Donc, tout était prêt, en fait, pour tourner. Et puis, le Covid ensuite est arrivé. Il a mis un peu de temps pour trouver l'argent. Et finalement, on est au point mort de UE. Est-ce que HBO, un an et demi après, va dire, allez, on reprend le projet UE ou pas? Je n'en sais rien. Enzo Ferrari, ça fait 15 ans qu'Enzo Ferrari arrive, repart. Là, il semble réarriver, mais on n'en sait rien. Et puis, je pense que Hollywood ne désire plus Michael Mann. Qui est-ce qui désire Michael Mann? Très honnêtement, c'est l'Europe, les cinéphiles européens, quelques cinéphiles américains, mais à l'heure où Hollywood a besoin de faire rentrer, on connaît l'état du cinéma aujourd'hui, Marvel, toutes ces choses-là, il y a une telle infantilisation de la majorité des produits hollywoodiens aujourd'hui que Michael Mann en fait, est naturellement poussé vers la porte. Donc moi j'espère de toutes mes forces qu'il va réaliser encore un film, mais moi mon hypothèse c'est que s'il fait, je pense pas que l'ère du temps aujourd'hui, quel que soit l'endroit vers lequel on se tourne, lui est favorable. Donc si Black Hat, son dernier plan, c'est son dernier plan, formidable, puisque c'est un dernier plan qui cite, qui est une sorte de dernier plan qui mixerait le solitaire et la révélation, puisque sur un écran vidéo, on voit les deux personnages devenir des pixels. C'est quand même magnifique, terminer quand même que toute la carrière de Michael Mann, obsédé par la question du capitalisme. Oui, mais les films, on rit rarement à gorge déployée chez Michael Mann. Et surtout, ce qui est toujours assez passionnant chez lui, c'est que, pour moi, c'est la fin de Révélation est géniale pour ça, c'est que il y a toujours ce sentiment que même lorsque l'issue du récit est du côté de la victoire, il y a un goût de défaite. Voilà. Ça, c'est pour moi une des grandes forces du cinéma de Mann. Souvenez-vous de la fin de Révélation, le reportage est diffusé. Alors, on a vraiment le sentiment, tout le monde est sous l'exomile, tout le monde s'en fout. Ça fait 2h25 qu'on attend que le reportage soit diffusé. Et là, il y a 3 Pékins perdus dans l'aéroport d'Helena, Montana, qui regardent. Et Pacino est épuisé, non-événement. Et c'est intéressant, parce que c'est une victoire. Enfin, le reportage est diffusé, mais c'est une défaite. Pourquoi c'est trop tard? 2, ça passera dans le flux de l'histoire, demain on est sur une autre histoire, et 3, tout le monde s'en fout. Et ça c'est intéressant parce que chez Michael Mann, on a toujours ce mélange-là. Donc, le dernier plan de Black Hat, dans l'hypothèse où c'est son dernier, vient à mon avis conclure de façon assez parfaite et cohérente. Je veux dire, toute sa carrière, à la fin, on a un homme et une femme qui sont pris dans la vidéoscopie, Internet, enfin peu importe, et qui disparaissent en tant qu'humains. Et dernière petite chose, parce qu'on n'en a pas parlé, la question des acteurs chez Mann, parce que ça me fait penser à Chris Hemsworth, qui est quand même une endive. Et moi, la première fois que je vais voir Black Hat, je me dis Chris Hemsworth dans un film de Michael Mann, il manquait plus que Jean Reno, quoi. Non. Et alors, je vais voir le film, et ce qui est intéressant, quand on regarde, on a parlé d'évolution stylistique du cinéma de Michael Mann, mais on pourrait aussi parler d'évolution des acteurs. Et de se dire que dans la première partie de sa carrière, grosso modo jusqu'à Collateral, Pacino, De Niro, Russell Crowe, Daniel Day-Lewis, jusqu'à Tom Cruise. À partir de Public Enemy, qu'est-ce qu'on a? Johnny Depp, là on a Chris Hemsworth, etc. Donc soit il y a deux solutions, où on se dit Mann, pour des raisons budgétaires, de montage financier de son film, ce qui peut aussi se comprendre, a besoin d'aller chercher des gens. Bon, lecture un peu pessimiste par rapport à l'action que vous posiez tout à l'heure sur La Forteresse Noire, il a été contraint d'avoir Johnny Depp et Chris Hemsworth. Ou alors, moi c'est l'hypothèse que je préfère faire, c'est que même le choix des acteurs chez Michael Mann, on pourrait presque dire, épouse le devenir déshumanisé, la dévitalisation, on pourrait dire, de notre époque. Ce qui fait que Chris Hemsworth, oui, c'est génial. C'est-à-dire qu'on est passé, comment est-ce qu'on passe de James Caan en 80 à Chris Hemsworth en 2015? Moi je trouve que ça raconte quelque chose, mais de nous. Hein. Et c'est là que incroyable, c'était génial, parce que sur le choix de la non mais, voilà, contestable, si tu veux. Mais oui, une dernière question, et puis après, deux dernières questions. On va prendre un peu frais. Alors, en fait, la question que moi je me posais, après tout ce que tu as dit, c'est que finalement, c'est bien que pendant 20 ans, Michael Mann n'a pas été
dans le système, si j'ose dire, de ses petits camarades et faire plein de films à la fin des années 60 et dans les années 70, parce que sinon on n'aurait pas eu cette belle carrière qu'il a faite entre 1980 et... Non mais tu as raison, après je pense que si on lui posé la question, il aurait dit bah c'est pas grave, je vais comme tourner en 70. Donc évidemment, mais je pense que... Non, parce que ça a permis de nourrir plein de choses. Ah mais bien sûr, mais chacun nourrit avec ses propres failles. Enfin, les gens hyper heureux, est-ce qu'ils font des super bons films? Je ne suis pas convaincu. Tout va bien. Donc, à mon avis, ce qui est intéressant avec Michael Mann, c'est ça. C'est-à-dire que les années 70, en fait, non seulement c'est cette utopie dont on parlait au départ, l'époque où que j'ai raté, que j'ai manqué à plein de points de vue, etc. Mais il n'empêche que c'est aussi l'époque de son éducation, de son adolescence, de son éveil politique, etc. Donc ça restera dans son cinéma. C'est-à-dire que le personnage, par exemple, de Llewellyn Berman à Pêcheux dans Révélation, évidemment, c'est quelqu'un qui a commencé dans les années 70. Donc Michael Mann gardera dans les années 80-90 jusqu'à aujourd'hui des problématiques de cinéaste des années 70. En disant, c'est quoi la pertinence, en fait, des questions qu'on se posait, de rapport au monde critique, problématique dans les années 70, c'est quoi leur pertinence dans le monde contemporain? Est-ce que ça peut marcher? Phrase géniale de Russell Crowe dans ce restaurant japonais, dans Révélation, Pacino tente de convaincre Russell Crowe de témoigner, et Russell Crowe a un petit peu googlisé son Pacino, et il lui dit mais comment quelqu'un qui a travaillé à Rampart, qui était un magazine un peu contre-culturel, anti-établissement des années 60, peut se retrouver à bosser pour CBS? Et c'est une phrase géniale, parce qu'évidemment, c'est Michael Mann se la pose à lui-même. Comment quelqu'un qui a été nourri à la contre-culture des années 60, et de façon un peu radicale, hein, même Michael Mann, comment est-ce qu'il peut travailler pour Universal? Donc la réponse de Pacino est la réponse de Mann par rapport à son propre statut, puisque lui n'a pas voulu faire des petits films indépendants, uniquement projetés éventuellement à Sundance. Non, il a voulu être au cœur de la machine. Et c'est ce que répond d'ailleurs Pacino à Russell Crowe, et c'est Michael Mann qui répond. Il lui dit, mais moi, je suis au cœur de CBS, je traite de sujets sensibles. Autrement dit, il faut être au cœur de la grosse machine aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de hors de ce monde, il n'y a plus de contre-système comme il y en avait dans les années 70. Donc comment résister, comment lutter, etc. Être au cœur de la machine et tenter de traiter de sujets sensibles. Et donc la phrase de Pacino... Même si les personnes de Pacino se rendent compte que finalement... même en étant au cœur. Bien entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont le personnage de Pacino, et ça arrive très souvent dans ses films, en fait, raconte quelque chose de la trajectoire de Michael Mann, et que les questions des années 70, il les a sans cesse en fait relancées. C'est-à-dire que moi je m'amuse souvent, mais presque pour moi-même, à me dire que le dernier cinéaste des années 70, c'est évidemment Michael Mann. Mais c'est intéressant, dernière question, mais c'est intéressant dans l'interview que tu fais lui aussi, où il parle de Miami Vice, la série, et des 2 premières saisons, et comment c'était important pour lui de faire passer des messages à travers la télé, grand public, et il disait lui-même, quand le matin il allait boire son café, il entendait des répliques qu'il y avait dans sa série, et il voyait l'impact direct que ça avait sur les gens, et c'est une série il me l'avait fait revisiter, parce que moi j'étais un peu biberonné aussi, voilà, mais au côté complètement plombé, sombre de la série, et pas du tout pas seulement costume géant. Voilà, c'est ça, elle a les deux. Mais tu as raison, ça permet de dire quand même une petite chose très importante qu'on n'a pas encore évoquée à propos de Michael Mann, c'est son rap, parce que ce rapport au contemporain, il y a la recherche effectivement du sacré, le contemporain ne peut pas être uniquement ce qu'il est, sinon tout le monde se flingue. Donc il y a encore du sacré, de la spiritualité quelque part. Ça c'est la puissance, on pourrait presque dire, émersonienne du cinéma de Michael Mann, la puissance de son style, l'élégance. Quand Michael Mann filme un avion qui fend les nuages, c'est pas un avion qui fend les nuages. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de quasi mystique qui a lieu à ce moment-là, et il est le seul à pouvoir coller une caméra au cul d'une Ferrari, et à ce qu'on trouve ça extrêmement envoûtant et élégant. Donc il y a chez Michael Mann, à la fois dans le contemporain, une volonté de le mettre en pièces, de le critiquer jusqu'à la déprime, mais aussi, et c'est ça pour moi ce qui fait sa force par rapport à d'autres, c'est qu'il n'est pas non plus dupe, ou il ne veut pas taire, on pourrait presque dire, la fascination que le contemporain superficiel peut produire, que ce soit de la publicité. Et donc Miami Vice était déjà dans les années 80 un film là-dessus. On a tous envie d'être comme Don Johnson, avec ces espèces de costards, pastel, cool, Ferrari, etc. Mais derrière, c'est le marécage. Je veux dire, des problèmes de dealers, des problèmes sociaux, des problèmes d'addiction à la drogue, des problèmes de couple, les vétérans du Vietnam qui reviennent, qui sont abandonnés. Ce qui fait que chez Michael Mann,
pour moi, le début de Miami Vice raconte exactement ça. Après la séquence de la boîte, on voit arriver des femmes en berline, en limousine rutilante. C'est le moment, c'est le clin d'œil de Michael Mann à la série. Tout est rutilant, très belle voiture, des femmes qui ressemblent à des mannequins, tout a l'air comme ça, disponible, superficiel, magnifique. Et il va rentrer à l'intérieur du fantasme publicitaire. Et là, il rentre dans un univers totalement glauque où les femmes sont des prostituées, sont des numéros qu'on jette comme des déchets. Et donc Mann a toujours envisagé, d'un même geste et d'un même mouvement, ce que je trouve moi très intéressant, la fascination légitime qu'on peut avoir pour le contemporain, y compris dans ses formes les plus triviales, la publicité, et en même temps, la vitesse, le frénétisme, le surf, enfin, tout ça c'est du côté de la fascination, et en même temps il a produit aussi la critique où il a montré l'envers de cette fascination-là. C'est-à-dire que chez Mann, on peut être à la fois fasciné et révolté en même temps, il ne faut pas se mentir, c'est que le monde contemporain, il y a des moments où il nous fascine, il peut nous happer, et c'est contre ça qu'il faut aller aussi. Une dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous parler en fait de LA Takedown en fait, et je voulais savoir qu'est-ce que j'ai pas vu. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez, si ça valait le coup d'y jeter un œil, parce que c'est un peu la version télé de Hit, c'est ça, à la fin des années 80. Et je crois qu'il y a un casting plutôt pas mal. Enfin, ça donne envie ou pas? Enfin, est-ce que c'est bien? Et de Bullitt aussi. Donc, ah bon? Oui, si, si. oui. Si, bah oui, bah oui. Neuronales un peu strange. Pour finir. Comment? T'as quand même des connexions neuronales un peu bizarres. Tu veux que je parle de Bullitt? Non, mais par rapport à Hit. Oui, bien sûr. Alors, un mot sur LA Takedown, qui est donc le film, enfin le téléfilm qui réalise. Parce qu'il faut quand même rappeler un truc, c'est que Hit, le scénario de Hit, date du début des années 70. Mann ne l'écrit pas en 93, en 94, en 95. C'est un de ses plus anciens projets, Hit. Et donc il va mettre beaucoup de temps pour pouvoir tourner Hit, et notamment c'est le succès d'Avec des Mohicans qui lui donne cette opportunité. La fenêtre de tir pour Hit, elle s'ouvre grâce au succès des Mohicans. Et donc Mann sent, à ce moment-là il a fait un film qui a beaucoup bien marché, etc. Donc c'est quoi, comme toujours, hein, c'est quoi votre prochain projet? Hit. Voilà. Et donc, il est fort à parier qu'il n'aurait jamais pu faire, même plus tard, Hit, s'il n'y avait pas eu à ce moment-là Dernier des Mohicans. Mais donc, il refait un film qu'il a écrit en gros au début des années 70 et qu'il a tourné. La télé lui donne l'occasion à l'époque pour lui remercier en gros du bon travail effectué sur les séries, c'est à peu près ça. Où il donne, vous avez envie de faire un film, bon, évidemment au cinéma c'est pas possible. Par contre, vous pouvez en faire un téléfilm qui va s'appeler LA Takedown. 89. Donc ce qui est intéressant, c'est que Mann a donc tourné 2 fois Hit, une première fois en 89, une première fois en 95. Alors, je pourrais vous répondre, qu'est-ce que ça vaut, LA Takedown? Pour des gens comme nous, comme moi, qui bon, évidemment j'ai envie de voir le film, parce que c'est un téléfilm de Michael Mann, et surtout parce que ça m'intéresse, qui est un cas assez rare dans l'histoire du cinéma, de voir presque le plan de travail de ce qu'allait devenir un grand film. Quelqu'un a tourné en 6 ans 2 fois le même film. Une fois pour la télévision avec des petits budgets et des acteurs corrects mais sans plus. La deuxième fois pour le cinéma avec de grands acteurs et avec quasiment les pleins pouvoirs. Ça permet de comparer la télévision et le cinéma. De se dire qu'à la télévision c'est dur d'avoir des plans. C'est dur d'avoir du temps, de la contemplation, de l'ennui. Hein. C'est pas inintéressant non plus de regarder les Takedown parce que ça permet, évidemment qu'il n'y a pas photo entre les deux, mais le travail accompli par Mann entre-temps, c'est presque comme si vous travailliez sur Hit, et à mon avis est absolument passionnant parce que le film, et on voit bien que Mann en fait prépare, mais au sens presque du théâtre, c'est-à-dire il fait sa mécanique de Hit. Et on voit Mann étant quelqu'un d'assez déterminé, qui se dit sans doute qu'un jour il va tourner Hit, donc il s'entraîne. Et quand il tourne LA Takedown, il s'entraîne pour Hit. Et par exemple, le face-à-face entre De Niro et Pacino dans Hit est découpé à l'identique dans LA Takedown. Et puis c'est surtout la première fois, lorsqu'il va tourner LA Takedown, que Mann va tourner à Los Angeles. C'est tout bête. Mais 89, pour lui, c'est la découverte de la ville. Avant, il a tourné à Chicago, il a tourné à Miami, il a tourné à plein d'endroits, mais c'est la première fois qu'il va découvrir Los Angeles. Et dans son parcours à lui, c'est très important, puisqu'il va découvrir la ville, il va en tomber amoureux, il va devenir celui qui va totalement renouveler l'image du cinéma de Los Angeles. Michael Mann a réinventé aussi la façon dont on a filmé Los Angeles. Il découvre les fresques, il découvre l'architecture, etc. Et tout ça va travailler en lui et ressurgir au moment de Hit et de Collatéral. Donc LA Takedown, c'est passionnant parce que c'est une
une board un peu mineure, mais si vous savez la prendre et la lire, à mon avis, il faut le voir. Ça n'existe pas en DVD ou nulle Si, part. si, c'est sorti en DVD. C'est sorti, mais je crois il y a quelques années, 2-3 ans. Oui, mais il est épuisé, je crois. Ah bon? Ouais. Enfin, c'est pas très difficile à trouver, il est aussi en zone 1, vous le trouvez en fichier pirate, c'est pas de problème. Dehors, Jean-Baptiste. Mais Nips, tu l'as toi, en fichier AVI, bien sûr. Jean-Baptiste, si tu le veux bien, on va s'arrêter là, parce que ça fait 1h03. Ah bon, déjà? Ouais, voilà. Ah oui, c'est pas lié. Bon, inutile de dire que tout ça et encore bien plus dans le livre et dans l'ouvrage. On va se donner rendez-vous vers la caisse, vous pouvez l'acheter. Et puis Jean-Baptiste, tu feras un plaisir de dédicacer l'ouvrage. Puis on a mis toute la collection Make My Day sur la table, la collection que je dirais chez le canal. Donc voilà. Merci à toutes et à tous.